conférence se déroulera en deux parties. Tout d'abord, la présentation de Pierre dans une première partie, puis dans un second temps, une partie où vous pourrez poser toutes vos questions et où on pourra commencer un échange autour de ce qui a été présenté dans la voie et la présidence toujours. Ensuite, l'idée c'est de présenter aussi un petit peu ce dont va parler cette conférence. Donc la thématique abordée aujourd'hui, on va partir d'un triple constat, le constat d'une triple crise, une crise sociale, une crise climatique, une crise de l'Europe. Et face à ce constat, il s'agit justement de se demander quelles politiques publiques peuvent être mises en place et quels projets de société on peut proposer. Et donc notre invité abordera des thèmes qui lui sont chers, le plan climat, comme l'a dit Robin, la semaine de 4 jours, la taxe sur les transactions financières, la réforme de la fiscalité, et enfin les politiques européennes à mettre en œuvre en faveur de la justice sociale et fiscale. Bonne conférence à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à l'équipe merci à tous les deux. Merci à moi aussi, je dois garder le truc, c'est ça? Non. Oui, non. Je suis doublement vacciné, je vais être à bonne distance, vous ne devriez recevoir aucun poste. Donc heureux d'être avec vous ce soir. Je ne suis pas là pour faire une conférence en vrai. Je suis là pour chercher des alliés, pour faire bouger les choses. Je pense que si on est tous là, malgré le virus, malgré le froid, malgré l'hiver qui arrive, c'est qu'on a conscience qu'on est dans un moment crucial de l'avenir de nos sociétés. À cause du dérèglement climatique, la COP de Glasgow a rappelé la gravité extrême du problème, mais tout le monde a dit que les résultats de Glasgow étaient très décevants. Le président avait du mal à ne pas pleurer, tellement il était lui-même déçu par le résultat. Ce qui s'est passé ce week-end, on voit un niveau de violence dans le dialogue politique en France, et quand on voit des sondages qui mettent Marine Le Pen à 46% au deuxième tour, ça commence à sentir mauvais. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on arrive à changer de système? Merci. Est-ce qu'on arrive à avoir une politique qui permet effectivement de réconcilier les citoyens avec les dirigeants du pays? Déjà en 1995, Jacques Chirac faisait campagne sur la fracture sociale en expliquant qu'il y avait une fracture sociale qui faisait souffrir beaucoup de gens et qu'il allait changer de politique pour répondre à cette demande de justice sociale. Et 25 ans plus tard, le fossé social, le nombre de chômeurs, le nombre de précaires, le nombre de gens qui n'ont pas un logement correct ou qui doivent faire 1 heure de transport tous les matins pour aller au boulot augmente. Et de plus en plus de gens ne votent pas ou se sentent humiliés par un système et cherchent des boucs émissaires à humilier. Ce n'est pas pour expliquer quoi que ce soit ou pour justifier quoi que ce soit, mais l'histoire montre que si un système économique ou un système politique humilie trop longtemps des gens ou humilie un grand nombre de gens, ils peuvent chercher des boucs émissaires et ça peut finir mal. L'Allemagne était une grande démocratie et après la crise de 29, on a eu la barbarie sur notre continent et on n'est pas sûr de ne pas connaître la barbarie à cause de la crise climatique, à cause de la crise sociale, à cause de la crise démocratique. Donc je ne suis pas ici pour faire une conférence, je ne suis pas professeur d'économie ou professeur de climatologie, je suis ici pour chercher des alliés, pour essayer de faire bouger les choses assez tôt. Alors le point de départ, c'est quelles sont les nouvelles politiques publiques qu'on peut mettre en œuvre. Donc je partirai effectivement de l'urgence climatique. Certains visiblement n'ont pas compris la gravité du problème. On voit la façon dont certains dirigeants ont bloqué un accord plus ambitieux au dernier sommet à Glasgow. Ça veut dire sans doute qu'il y en a qui n'ont pas compris. Cette courbe, elle vient des sociétés d'assurance, elle montre l'évolution du nombre d'événements climatiques extrêmes depuis 30 ans. Vous voyez, donc à chaque fois qu'il y a 3 millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau à cause des inondations, et la vidéo, il y en a qui prennent des photos, évidemment vous êtes les bienvenus, mais vous pouvez avoir tout le PowerPoint gratos, je pense qu'on pourra le mettre à disposition. Voilà. Le but est qu'on soit le plus nombreux possible à diffuser ce genre de, si vous êtes d'accord, ce genre d'éléments factuels. Donc quand il y a 3 millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau à cause des inondations, la vidéo, la cuisine est fichue, le salon est fichu, donc ils sont assurés, et pour ne pas faire faillite, les assurances sont elles-mêmes réassurées, et donc cette courbe elle vient des grands réassureurs qui voient comment ils payent de plus en plus. Et cette courbe qui est déjà assez flippante, elle sous-estime le problème parce que dans les pays du Sud, quand il y a 1000 morts à cause du cyclone Idai, il y a 1000 morts et des millions de gens qui ont tout perdu. Et je pense que comme les gens sont très mal assurés dans les pays du Sud, ça n'apparaît pas dans cette courbe alors que les pays du Sud sont plus touchés par le dérèglement climatique que les pays du Nord. Et puis si je montre cette courbe aussi, c'est parce que pour moi c'est un souvenir très précis. C'était l'ancien chef de cabinet d'Angela Merkel, monsieur qui compte beaucoup, qui au début de l'entretien m'avait dit qu'il n'avait que 20 minutes à me consacrer, 20 minutes. J'ai commencé par cette courbe. Tout de suite, il me l'a pris des mains, il m'a demandé d'où ça venait, il l'a donné à quelqu'un de son équipe, il m'a demandé si je pouvais l'envoyer. Et ce monsieur qui m'a dit qu'il n'avait que 20 minutes, il m'a gardé 1h30, et à la fin, il m'a dit qu'il appelait le conseiller Europe d'Angela Merkel pour que je puisse le rencontrer assez vite. Donc ça veut dire que si on a des arguments, on peut mettre des gens en mouvement,
et je me suis maintenu 1 heure de plus que prévu, et il a appelé le conseil de Merkel pour dire peut-être que ce que raconte la Monturo est intéressant. Donc je crois qu'il faut qu'on se donne les moyens, c'est aussi une façon de rassembler notre société. On est dans une société de plus en plus divisée, et je pense que la question du climat est un sujet qui peut rassembler à condition qu'on argumente et qu'on explique d'où viennent nos inquiétudes et quelles sont nos solutions. Donc, premier élément de diagnostic, vous entendez correctement? Parce que j'ai l'impression que ça fait tout pas mal, comme on dit à Toulouse. Ça va? C'est pas trop pénible? Merci. Je suis toulousain, donc parfois j'ai un vocabulaire musclé. Fleury. Donc voilà, deuxième élément de diagnostic, ceux qui pensent qu'au moins, avec le virus, au moins il y a peut-être une nouvelle, c'est que le CO2, ça s'est calmé. Tout le monde nous dit qu'avec l'économie a été à l'arrêt à cause du virus et que donc les émissions de CO2 ont diminué. Ça n'est vrai, hélas, que des émissions qui viennent directement de nos camions et de nos usines. Ah. Merci beaucoup. Vas-y, franchement, je pense. Merci. Mais si on tient compte des feux de forêt, en fait, il n'y a eu aucune accalmie sur le front du CO2. L'année 2020 était la pire année jamais vue sur les feux de forêt. Ça, c'est en Californie. En Californie, ils mesurent, d'abord quand il y a un feu de forêt, ils essayent de l'éteindre, et après ça, ils mesurent la surface qui a brûlé. Et vous voyez toutes les surfaces qui ont brûlé dans les grands feux de forêt en Californie depuis 90 ans, depuis 1930. Et c'est terrible, parce qu'à elle seule, une année, 2020, fait le tiers des surfaces qui ont cramé. Voilà. Donc vous voyez l'accélération, c'est le cercle vicieux que les climatologues avaient annoncé, mais là on se le prend en plein dans la tête. Le dérèglement climatique, les canicules à répétition font qu'il y a des millions d'arbres qui sont encore debout mais qui sont complètement secs. Et dès qu'il y a une étincelle, dès qu'il y a un pylône électrique qui disjoncte, dès qu'il y a un coup de foudre, c'est des surfaces qui crament monstrueuses. Donc c'est la Californie, mais c'est vrai aussi en Australie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 440 morts. 440 morts dans les feux de forêt en Australie. Des gens comme vous et moi qui sont soit qui meurent tout de suite, leur voiture est prise par les flammes et en 2 minutes c'est fini, soit qui va prendre 3 semaines pour agoniser à l'hôpital, mais 440 morts en quelques semaines dans les feux de forêt. Ou en Sibérie, moi quand j'étais petit en Sibérie il faisait froid, et puis il faisait froid, et puis il faisait froid. Et maintenant l'an dernier on a eu des feux de forêt monstrueux, donc même la Sibérie devient une des sources du CO2. Et donc le CO2 qui vient de nos économies a diminué avec le virus, mais le CO2 qui vient des feux de forêt a fait plus que compenser. Vous savez sans doute que depuis 1958, il y a un observatoire à 3000 mètres d'altitude, des scientifiques américains à Mauna Loa, au sommet d'une montagne, pour être très loin de tous les centres de pollution. Ils ont mis en place ça veut dire que déjà en 1958, l'armée américaine et les scientifiques pensaient qu'il y avait un problème avec le CO2. Si on a mis en place cet observatoire en 1958, ça veut dire déjà que beaucoup de scientifiques pensaient qu'il y avait un problème avec le CO2. Donc toutes les semaines, tous les mois, depuis 1958, on mesure le CO2. Et le bilan, c'est que le CO2 en un an, entre avril 2020 et avril 2021, a augmenté de 2,6 ppm, 2,6 parties par million. Donc il n'y a aucune amélioration. Quand on a commencé à mesurer le CO2 dans les années 60 et 70, il a augmenté de 0,8 unités, plus 0,8 unités. Et l'an dernier, alors qu'on nous avait dit qu'il y avait une accalmie avec le virus, le CO2 a augmenté de 2,6. Ça va 3 fois plus vite. 3 fois plus vite. Donc là, 2,4, c'est la moyenne des 5 dernières années. Et l'an dernier a été catastrophique. Donc il y a, hélas, je serais très heureux de se dire, voilà un problème qui est réglé. Mais non, il y a vraiment un cercle vicieux qui se met en place. Et puis c'est aussi la fonte des glaces. On sait tous qu'une surface blanche renvoie la chaleur. Mais que quand les glaces de l'Himalaya, les glaces du pôle Nord et du pôle Sud fondent, il y a de moins en moins de surfaces blanches et de plus en plus de surfaces grises qui vont absorber la chaleur. Donc tous les cercles vicieux dont nous parlaient les climatologues, je ne parle pas de la fonte du permafrost qui envoie encore plus de méthane et qui envoie du méthane près des surfaces blanches du pôle Nord, tous les cercles vicieux dont parlaient les climatologues depuis 30 ans sont en train de s'accélérer. C'est pour ça qu'il est urgent de changer, de braquer. Si on ne fait rien, les prévisions des climatologues disent que dans 30 ans, on aura régulièrement des pics de canicule à partir de 2050 à 53, 54, 55 degrés. Et ça, le corps humain, il n'aime pas. Jusqu'à maintenant, les maximums qu'on a atteints, en France, c'est des 42 degrés. Quand il fait 42 degrés au mois d'août, c'est pas agréable, mais on se met à l'ombre, on boit, on travaille moins, même si on a du mal à dormir, c'est pas grave parce qu'on travaille moins au mois d'août. On boit beaucoup d'eau fraîche, on évapore et la plupart d'entre nous, on s'en sort. Mais quand on a des canicules, quand tous les 3 ou 4 ans, on aura des canicules à 54 ou 55 degrés, le directeur de la recherche de Météo France me disait c'est un peu comme un boxeur qui se prend un coup dans la tête, il est KO, il se relève, un deuxième coup, il se relève et le troisième est fatal. Et un corps humain ou un corps biologique, une forêt, un troupeau, quand il y aura des canicules tous les 3 ou 4 ans comme ça, Météo France, avec les médecins qui travaillent avec eux, estime que rien qu'en Europe, on aurait 150 000 morts chaque année. Et que de l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 90 ans, tout le monde pourrait y rester. Le corps humain n'est pas fait pour résister à ça. Donc c'est quand même l'occasion de dire qu'on a perdu beaucoup de temps. Je l'ai dit, c'était depuis 1958 qu'on mesure le CO2 à Mauna Loa. Mais vous voyez que le diagnostic en juin 88 était déjà à la une des journaux américains.
le New York Times, c'est pas une feuille de chou lue par juste trois copains qui s'auto-éditent, même si parfois les feuilles de chou lues par 3 copains sont très intéressantes. Mais si ce graphique était la une du New York Times en juin 88, c'est que les plus grands scientifiques américains, le chef scientifique de Kennedy, le chef scientifique de Johnson et d'autres avaient travaillé, avaient pris des semaines et des semaines pour travailler, et la veille avaient rendu un rapport au Sénat. Et le gars qui avait exposé était tellement clair que quasiment tous les sénateurs avaient compris qu'il y avait un problème. La conclusion, c'est qu'il y a un problème, mais c'est pas foutu. On a 20 ans pour sortir des énergies fossiles. Voilà, la conclusion, c'est on a un problème, mais pas de panique. On peut très bien, en 20 ans, sortir des énergies fossiles et vivre mieux. C'est l'occasion de... Voilà. Et en gros, il y avait un consensus de la communauté scientifique. C'était en 88, on est en 2021, et les lobbies du pétrole nous ont fait perdre un temps fou. On a vu depuis comment Total ou Exxon avaient tout fait pour mettre du doute. Peut-être que oui, peut-être que non, ça mérite encore qu'on y réfléchisse. Et donc les lobbies ont tout fait pour nous ralentir. Donc c'est pour ça que l'ONU nous supplie, je pense qu'ils ont un dictionnaire des synonymes à l'ONU, tous les 6 mois ils sortent un rapport avec un mot qui fait encore plus peur. Et là, un dernier rapport dit qu'il y a un écart catastrophique, ça c'est la courbe des émissions de CO2. Si on ne fait rien du tout, si on continue à vraiment ne rien faire du tout, on va faire un réchauffement à 4 ou 5 degrés, ce serait l'horreur, personne n'ose imaginer. Mais l'ONU nous dit que même si tous les États tenaient leurs engagements, il n'y a aucun État aujourd'hui qui tient ses engagements, mais même si on tenait tous nos engagements pris après l'accord de Paris, on irait vers un réchauffement à 3 ou 3,2 qui aurait des conséquences dramatiques. Je ne veux pas être trop long, et parmi vous, il y en a peut-être qui sont plus spécialistes que moi, mais parmi une étude que j'ai vue sur la FAO qui dit que pour le scénario principal pour l'Afrique, on pourrait y passer la soirée tellement il y a 2 zones différentes, mais le scénario global, c'est que les récoltes vont être divisées par 2 d'ici 30 ans, parce qu'il y aura dans certaines zones pas assez d'eau. Ailleurs, quand l'eau arrive de façon trop violente, elle fout tout en l'air. Mais globalement, des récoltes qui vont être divisées par 2, alors que la population va doubler. Donc il n'y a pas besoin d'être des génies pour comprendre que si la population double et qu'il y a 2 fois moins de nourriture, il y aura une souffrance pour des millions et des dizaines de millions d'hommes et de femmes. Et derrière, des mouvements migratoires. Si les scientifiques du GIEC ont eu le prix Nobel de la paix, ils n'ont pas eu le prix Nobel de physique ou de chimie, ils ont eu le prix Nobel de la paix, c'est parce qu'on considère que si on ne fait rien, on va vers la guerre. Que quand la Banque mondiale annonce 150 millions de réfugiés climatiques, dont 90 millions d'hommes et de femmes qui devront quitter l'Afrique parce qu'ils auront le choix entre crever sur place ou essayer de traverser la Méditerranée, personne ne sait comment est-ce qu'on arrivera à les accueillir de façon fraternelle et non violente en Europe. Donc c'est pour ça que c'est d'abord notre confort, c'est d'abord notre alimentation. Il y a 6 ans, il y a eu des inondations qui ont fait qu'on a perdu 30% de la récolte de blé. Vous vous souvenez peut-être, c'était rigolo, on allait voir la Seine qui débordait. Pour des petits Parisiens, c'était rigolo. Mais la récolte de blé a perdu 30% en France. Heureusement que l'Ukraine a fait une bonne récolte. Parce que sinon, on aurait des tickets de rationnement. On est tous des petits mammifères, on est content de faire 2 ou 3 repas par jour. Et si la même année, la France et l'Ukraine sont touchés par des inondations ou par des canicules, la canicule qui empêche le grain de blé de se remplir, on aurait des tickets de rationnement. Il ne faut pas croire que Voilà. Donc c'est d'abord notre confort qui est en jeu, mais si on a 150 millions de réfugiés climatiques, ça veut dire qu'il y a une souffrance pour des dizaines, des centaines de millions de gens. Vous avez peut-être vu qu'il y a 1 an, j'ai fait une grève de la faim à Bruxelles. J'ai d'abord fait adopter un rapport qui a expliqué les solutions. Et puis j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours pour sonner le tocsin et alerter les gens. Et une des raisons pour lesquelles je m'engage autant sur le climat, c'est que j'ai été invité il y a quelques années à Bamako, en Afrique. Et j'ai rencontré des climatologues, j'ai rencontré des pasteurs, j'ai rencontré des gens qui vivent au Mali. Et il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en remettre. J'ai vraiment eu du mal à dormir pendant plusieurs semaines. Ils vous parlent du sida climatique là-bas. Il ne parle pas du réchauffement climatique, il vous parle du sida climatique en disant que si on ne fait rien, le dérèglement climatique va faire autant de morts que le VIH, que le sida, et que c'est maintenant qu'il faut agir, et qu'ils sont assez en colère contre les gens qui parlent et qui n'agissent pas. Donc oui, il y a besoin d'un écart, il y a un écart catastrophique entre nos promesses et ce qu'il faudrait faire, et donc il y a besoin de changer radicalement de braquet. Et donc avec les copains de Nouvelle Donne, on dit que ce qu'il faut, c'est déclarer la guerre au dérèglement climatique, qu'il faut arrêter le pipeau, arrêter le blabla, et déclarer la guerre, de même que Roosevelt. Si on s'appelle Nouvelle Donne, c'est en référence au New Deal de Roosevelt. D'abord, Roosevelt cherchait la justice sociale, mais quand les Japonais attaquent à Pearl Harbor, ils déclarent la guerre et le peuple américain est avec lui. Ils vont transformer, c'est une métamorphose complète du système économique. En quelques mois, le système est complètement métamorphosé et ils se donnent les moyens de mettre la puissance de l'économie au service de l'objectif de bien commun de l'époque. Le bien commun à l'époque, c'était battre les nazis et les Japonais. Donc est-ce qu'on est capable, nous aussi, de déclarer la guerre? C'est sans doute la seule guerre qui ne fera pas un seul mort. C'est la seule guerre qui ne fera pas un seul mort, qui va même éviter des millions de morts. C'est la seule guerre qui peut rassembler les peuples. J'étais à Madrid il y a 2 ans pour le sommet climat. C'est impressionnant de voir des femmes très pauvres de Madagascar qui parlent avec des gens très riches de Los Angeles, des Israéliens et des Palestiniens, des Chinois et des Brésiliens. Je pense que la question du climat nous rappelle absolument un principe de fraternité et que se donner les moyens de déclarer la guerre contre le dérèglement climatique,
climatique peut rassembler les citoyens en France, peut rassembler les peuples d'Europe et plus largement. Et le nerf de la guerre, on a tous appris quand on était petits, un proverbe qui dit bien les choses, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on veut gagner la bataille du climat, il faut trouver de quoi isoler en Europe des millions et des millions de maisons. Il faut faire des transports en commun presque partout pour que les gens n'aient plus besoin de voitures. Il faut aider les agriculteurs à changer de modèle. Et pour tout ça, il faut de l'argent. Donc l'an dernier, le Parlement m'a confié une grosse responsabilité. Je suis rapporteur général du budget. Chaque année, il y a une ou un député qui est responsable de tout le budget de l'Europe pour tout le Parlement. Ça tourne à tour de rôle chaque année. Et donc moi, je suis rapporteur général du budget de 2021 et shadow rapporteur, donc un des co-responsables sur le financement du climat. Et on a fait voter au mois de novembre dernier, le 13 novembre, par 68% des députés, un rapport qui dit comment on peut trouver de l'argent pour gagner la bataille du climat. On parlait des questions de politique monétaire. Une des pistes qu'on propose, c'est utiliser autrement l'argent de la Banque Centrale Européenne. J'y reviendrai si vous voulez. Quand la BCE fait du quantitative easing, autrefois on appelait ça de la planche à billets, il y a de la création monétaire massive. On estime que 89% de l'argent créé par la Banque Centrale ne va pas dans l'économie réelle et soit est remis tout de suite à la Banque Centrale, soit va à la spéculation. Et on montre comment, sans changer les traités, on pourrait mettre l'essentiel de l'argent via une banque du climat qui irait pour le climat. On montre aussi comment on pourrait changer le fonctionnement des banques privées, des assurances privées. Quand Barack Obama a voulu lutter contre l'évasion fiscale, Barack Obama a fait la loi FATCA qui a dit plus aucune banque ne pourra travailler sur le territoire américain si elle n'est pas totalement transparente pour le fisc. Les banquiers ont gueulé pendant 1 an, mais Barack Obama et le Congrès ont tenu bon. Et maintenant, toutes les banques sont transparentes pour le fisc parce que sinon, elles renoncent au marché américain. Donc nous, on propose une loi FATCA climat qui dit qu'aucune banque, aucune société d'assurance ne pourrait travailler dans 5 ans sur le territoire européen si elle n'a pas totalement été transparente sur ses activités, totalement transparente. Deuxièmement, stopper les investissements fossiles, immédiatement stopper les nouveaux investissements fossiles et en 5 ans, changer son portefeuille pour que tout aille sur le climat et la biodiversité. Donc on fait des propositions comme ça et puis on fait des propositions pour avoir des subventions. Si on veut faire une vraie isolation, on estime en France que c'est 40 000 € pour isoler une maison. Vous vous souvenez, une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'était rendre obligatoire l'isolation en disant dans 20 ans, pas dans 3 semaines, mais dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées. Mais le gouvernement ne veut pas le faire en disant mais si on oblige chaque famille à trouver 30 000 €, ça va gueuler de partout, on aura des gilets jaunes partout, c'est impossible de le rendre obligatoire. Voilà. Et donc nous, on dit, si, c'est possible de le rendre obligatoire s'il y a des aides massives, s'il y a des aides, des subventions massives pour que chaque famille n'ait plus grand-chose à payer. Donc comment trouver de l'argent pour aider chaque famille, aider chaque PME, aider chaque collectivité. Dans mon coin des Pyrénées, il n'y a pas de transport en commun. Tous ceux qui ont du boulot, ils prennent la voiture tous les matins pour aller à la ville la plus proche. Et si on augmente le prix de l'essence sans avoir mis en place des transports en commun, ils vont grogner et ça se comprend. Par contre, ils seraient très heureux, quand il commence à y avoir du verglas là, au mois de décembre, ils seraient très heureux d'avoir des transports en commun plutôt que chacun prenne sa vieille voiture dans les tournants de la montagne. Donc il faut des investissements massifs. Donc le Parlement disait, voilà les 5 solutions qui font consensus. Là, je viens de voir Gabriel Zucman, on est quelques-uns à pousser aussi un impôt sur les milliardaires, on en reparlera si vous voulez, mais pour le moment, hélas, ça n'est pas dans le consensus. J'ai gagné que le groupe social-démocrate l'a repris, les écolos aussi, mais on n'a pas encore un consensus. Donc là, c'est ce qui fait en gros consensus de tous les groupes qui comptent au Parlement, en gros tout le monde sauf l'extrême droite. Donc il y a 5 propositions, il y a l'idée d'une taxe carbone aux frontières, c'est une très bonne idée, la taxe carbone aux frontières, peut-être parmi vous il y en a qui travaillent vraiment là-dessus finement, mais le problème c'est que ça rapporterait entre 3 et 5 milliards par an, et puis il faut le feu vert de Biden, et Biden a dit qu'il n'était pas d'accord. Donc en fait on l'a mis au frigo, on continue à en parler, voilà. Pareil pour la taxe digitale, c'est une très bonne idée de taxer les grandes entreprises digitales, mais ce serait pareil, ce serait entre 3 et 4 milliards par an, donc c'est pas énorme, et puis Biden n'en veut pas, donc ça aussi on l'a remis au frigo. Donc la seule idée qui peut rapporter beaucoup, jusqu'à 57 milliards par an. On a fait les calculs après le Brexit, il y a marqué après le Brexit et malgré la crise économique. C'est la seule proposition qui est concrète, qui est sur la table. On a déjà fait des études d'impact, on sait de quoi on parle. Elle rapporterait 57 milliards par an. Si on a 57 milliards chaque année au niveau européen, il y a 10 milliards pour la France. Déjà, si on a 10 milliards pour une loi climat en France, ça fait pas mal de choses. Et il n'y a pas besoin de Biden. Et il n'y a même pas besoin de l'unanimité. En plus, Biden est d'accord, mais on n'en a pas besoin. Il suffit d'une coopération renforcée, Enhanced Cooperation. Il suffit de 9 pays. C'est l'idée d'une taxe sur la spéculation. La taxe sur la spéculation, l'idée est très simple. Tout le monde quand on fait des courses, l'autre jour j'étais dans l'hémicycle comme rapporteur du budget, j'ai montré à la présidente de la commission, j'ai dit quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai payé une TVA à 20%,
puis j'ai sorti une boîte de raviolis. Je dis même les plus pauvres, pour manger, ils payent 5,5% de TVA. Dans toute l'Europe, même pour manger ou boire, les plus pauvres payent 5,5% de TVA. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, la taxe est à 0,0%. 0,0. Alors que les marchés financiers n'ont jamais été à un tel niveau. Ça, c'est les Dow Jones. Vous savez, en France, on a le CAC 40, mais ça, c'est les marchés américains. La dernière fois qu'il y a eu une crise en 2007, le Dow Jones était monté à 14 000 points, 14 000 avant de s'effondrer. Ça, c'est un graphique qu'on a donné au pape François parce qu'on a été reçu par le pape qui voulait montrer son soutien. Au mois de mars, il y a 6 mois, les marchés étaient à 32 000 points. Et là, ce matin, ils étaient à 34 500. Voilà. Donc, c'est, je répète, 14 000 points le dernier sommet historique et 34 500 ce matin. Donc, il n'y a jamais eu autant d'argent. C'est pour ça que j'ai fait la grève de la faim. Donc, il y a quelque chose d'obscène. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas assez d'argent pour la recherche, il n'y a pas d'argent pour le climat, mais les marchés financiers n'ont jamais été aussi élevés. Et une petite taxe, il ne s'agit pas de couper le coût aux traders, on ne va pas, une petite taxe à 0,1% rapporterait presque 60 milliards chaque année. Donc, on a poussé, le Parlement à voter ce rapport. Un mois plus tard, la Commission européenne a repris notre initiative en disant oui, la Commission, j'en ai parlé encore la semaine dernière, c'est qui me suivent sur les réseaux, j'avais 4 minutes pour lancer le débat, qu'est-ce qu'on fait après Glasgow au Parlement, c'était moi qui ai lancé la matinée. J'ai rappelé que la Commission européenne, il y a un an, avait dit oui, il faut accélérer la négociation pour créer enfin une taxe sur la spéculation et arriver à un accord avant la fin 2022. On a obtenu que la Commission dise il faut un accord avant la fin 2022, donc on a fait déjà la moitié du parcours. Et là, c'est la France qui bloque. Un haut fonctionnaire est venu me voir près de chez moi discrètement. Il voulait même pas me l'envoyer par Internet pour pas être tracé, pour qu'on puisse pas savoir qui m'a donné cette lettre. Mais ça, c'est un extrait. Sur mon site, il y a l'ensemble des 2 pages. Ça, c'est des coupés-collés. C'est le ministre autrichien des Finances. Donc, c'est la droite autrichienne. Hein. C'est pas des écolos, c'est pas des sociodémocrates, c'est pas des alternatifs. C'est le ministre des Finances de la droite autrichienne qui dit l'Autriche veut relancer la négociation pour rembourser le plan de relance et pour trouver de l'argent pour le climat, en reprenant le projet qui est sur la table depuis 2011. Et il dit, si c'est la version française, vous voyez la deuxième ligne soulignée, si c'est la vision française qui l'emporte, l'Autriche se retire de la salle des négociations, parce que la vision française fait que 99% des volumes ne seraient pas taxés. Emmanuel Macron dit et Bruno Le Maire ne veulent qu'une taxe qui concerne que 1% des volumes financiers, mais qui fait que 99% des volumes ne seraient pas taxés. Évidemment, il n'y a pas besoin de génie pour comprendre que ça va rapporter moins d'argent si 99% des volumes ne sont pas taxés. Donc c'est pour ça que le sujet est sur la table. Et vous savez peut-être qu'il y a une élection en avril prochain en France, une élection présidentielle, et j'espère qu'on va se rassembler. J'ai vu Jadot il y a quelques temps, j'ai vu Hidalgo la semaine dernière, François Ruffin en a parlé à Mélenchon, mais je trouve que ça aurait de l'allure, par exemple avec une primaire populaire, qu'on se rassemble et qu'on gagne la responsabilité du pouvoir en avril prochain. Et si on gagne en avril prochain, on sera en plein dans le semestre français. Vous savez, c'est bizarre, l'Europe, tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside, et ça tombe bien, du 1er janvier au 30 juin, c'est la France qui préside. Voilà. Donc si c'est encore Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui sont aux manettes, ben, ça ne va pas bouger. C'est eux qui bloquent la négociation. Par contre, c'est une nouvelle équipe qui arrive en avril. On peut, dès le mois de mai, et je commence à réfléchir très concrètement avec des amis qui sont dans la coalition, j'ai un copain qui rentre au gouvernement en Allemagne, et la nouvelle coalition avec des socialistes et des écolos veut trouver de l'argent. Et si c'est nous qui gagnons une équipe avec des idées nouvelles, si on gagne au mois d'avril, dès le mois de mai, on peut faire un sommet européen. Je rappelle, il n'y a pas besoin de l'unanimité, il suffit de 9 pays. Et aujourd'hui, c'est la France qui bloque. L'Allemagne est d'accord, l'Italie est d'accord, l'Espagne est d'accord, le Portugal est d'accord. On a les 9 pays, mais juste, il y a le problème d'un des 4 grands qui bloque. Et quand un des 4 grands bloque, même si c'est en coopération renforcée, ça ne marche pas. Et donc, si on gagne en avril, dès le mois de mai, on invite tous les chefs d'État dans la maison de Jean Monnet, pas très loin d'ici. On a un accord avant la fin de l'année. Et ça veut dire que l'argent arrivera un an plus tard. Et ça veut dire qu'on sait qu'il y a de l'argent qui arrive, que chaque année, il y aura au moins 10 milliards qui arriveront en France. Et donc, on peut faire voter la loi climat qui a été préparée par les 150 citoyens de la Convention citoyenne. Emmanuel Macron n'en a repris que 10% ou 15%. Mais si nous, on arrive aux manettes, on peut débloquer des financements. Et du coup, on fait voter une vraie loi climat en juillet. Et même si les financements n'arrivent que dans un an, ça veut dire que dans toutes nos régions, dans tous nos villages, dans toutes nos villes, on sait qu'on a du boulot pendant 20 ans pour isoler les maisons, on sait qu'on a de l'argent pour la recherche, on sait qu'on a de l'argent pour les transports en commun, on va recruter des gens, même si l'argent n'arrive que quelques mois plus tard, on peut commencer à faire les recrutements et à lancer ce chantier fabuleux. Ça peut créer 900 000 emplois en France, c'est quand même utile dans tous les secteurs et sur tous les territoires. Premier point, pour répondre à la crise climatique et aussi à la crise sociale, et tous ceux qui vous disent qu'il faut choisir, je ne veux pas trop taper sur tel ou tel Valérie Pécresse ou d'autres, mais quand on explique qu'il faut choisir, j'ai donné un nom, mais quand on explique qu'il faut choisir entre le climat et la justice sociale, si on crée 900 000 emplois, ça veut dire qu'il y a 900 000 personnes qui étaient au chômage et qui vont trouver un boulot, ça veut dire qu'il y a 900 000 familles qui vont avoir un revenu supplémentaire, ça veut dire qu'il y a 900 000 personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite.
quand Bruno Le Maire nous dit qu'il faudra diminuer les retraites, voilà, peut-être que c'est mieux d'avoir plus de gens qui ont un vrai boulot et qui cotisent. Et puis en termes de pouvoir d'achat, il y a quelques années, j'ai rencontré il y a 3 ans un monsieur qui vivait dans un HLM et qui disait « ça fait 15 ans que j'habite dans cette cité HLM. Depuis 3 ans, ça y est, on a fait une vraie isolation. » Il disait « c'est beaucoup plus confortable. » D'abord, il mettait en avant le confort. « J'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver. » Et puis il disait « je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. » Ce n'était pas un député, ce n'était pas un économiste qui le disait, c'était un monsieur de la vraie vie qui disait « c'est plus confortable et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. » Ces 800 € qui n'iront pas dans les caisses de monsieur Poutine, puisque jusque-là, cet immeuble se chauffait au gaz. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune opposition entre climat et justice sociale. Évidemment, si on a entendu les gilets jaunes, ce n'est pas ceux et celles qui gagnent 1 000 € par mois ou 2 000 par mois qui doivent payer l'addition, mais si on est financé par une taxe sur la spéculation, c'est plutôt l'occasion d'un progrès social. Mais 900 000 emplois, ça ne suffit pas. Vous savez comme moi qu'il y a 5 millions de chômeurs dans ce pays. Ça m'énerve un peu parfois quand le gouvernement dit « ça y est, génial, youpla boum, sonnez les trompettes, le chômage est revenu au niveau d'avant la crise du Covid ». C'est vrai que le chômage est revenu au niveau d'avant la crise du Covid, mais il y a quand même encore 3 700 000 chômeurs en catégorie A, donc des gens qui font 0 heure par semaine, et 5 millions, presque 6 millions de gens qui sont soit totalement au chômage, soit un boulot, mais qui n'est pas suffisant pour vivre. Et je ne parle pas de tous ceux et celles qui sont au RSA, parce que ça fait plus de 2 ans qu'ils sont au chômage, qui n'ont rien trouvé, qui tombent au RSA. Donc, on ne peut pas se contenter de dire « super, c'est revenu au niveau d'il y a 2 ans », et on ne peut pas non plus se contenter de créer 900 000 emplois. Avec le plan climat, il faut trouver d'autres solutions. Et je pense que le chômage, c'est important de le dire, ça ne concerne pas uniquement les chômeurs et les précaires, mais il y a un halo qui fait que ça concerne tout le monde, par ricochet. Il y a tous ceux et celles qui, alors qu'ils ont fait des études correctes, n'arrivent pas à trouver un boulot intéressant. Et ils espéraient avoir un boulot intéressant et bien payé, et puis au bout d'un an de 18 mois de recherche, ils acceptent un boulot qui est moins intéressant et moins bien payé, et ils savent que toute leur trajectoire de vie va être impactée par ce début très difficile. Je ne sais pas si vous avez vu le film de François Ruffin, je vous le conseille, Debout les femmes. Ce film est vraiment génial, il est magnifique, il est beau, il est intelligent, il est dans le dialogue. Et moi, un des témoignages qui m'a marqué, c'est une femme qui passe son temps, cette dame, elle aide des vieilles personnes, elle leur donne à manger, elle les nettoie, elle leur fait un peu de compagnie, puis entre 2 clients ou clientes, elle prend sa voiture pour aller voir. Et à un moment, elle dit, moi quand j'ai payé mon loyer, il me reste 420 €. Après avoir payé le loyer, il me reste 420 € par mois. Elle dit, ma priorité, c'est les enfants. Est-ce que ceux et celles qui nous dirigent imaginent ce que ça veut dire, une fois qu'on a payé son loyer, il reste 420 €? C'est un vrai problème. Je me rends compte depuis que je suis député, tous ceux et celles qui prennent les décisions dans notre pays, on est tous à 6 000 ou à 7 000 par mois. Et je pense que quand on est à 6 000 ou à 7 000 par mois, il y a le risque d'oublier ce qu'est la vie d'une femme qui élève ses enfants avec 420 € une fois qu'elle a payé le loyer. Donc on est tous tirés vers en bas par le chômage, y compris ceux qui ont un bon boulot en CDI. Je me souviens le premier livre de Thomas Piketty, avant que Thomas devienne très célèbre, il avait fait un petit bouquin à la découverte où il racontait comment toute la négociation sur les salaires était déséquilibrée par la peur du chômage. Et que dans beaucoup d'entreprises, la négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Et Thomas Piketty disait que la dernière fois que la gauche est arrivée au pouvoir, il avait fait une grande réforme fiscale. C'était en 82, quand Mitterrand et Pierre Mauroy arrivent. Il y a eu des mois d'engueulade à l'Assemblée nationale. Et finalement, on a voté une grande réforme qui a permis de donner aux salariés, en gros, 0,3% du PIB. 0,3. Mais depuis, Thomas Piketty disait, depuis, la part des salaires dans le PIB a reculé de 10% du PIB. 10%. Donc sans un mot, sans aucun débat à l'Assemblée, le recul pour l'ensemble des salariés a été 30 fois le gain grâce à Pierre Mauroy, grâce à l'arrivée de Mitterrand. L'ensemble des salariés avait gagné plus 0,3% du PIB. Et la peur du chômage qui déséquilibre la négociation a été responsable de la plus grave contre-réforme fiscale, puisque l'ensemble des salariés ont perdu petit à petit, ça se fait petit à petit, 10% du PIB, donc 30 fois, un recul 30 fois plus important que la dernière avancée. Donc la question du chômage ne concerne pas que les chômeurs et les précaires, mais même celui ou celle qui est en CDI dans une bonne entreprise, quand les jeunes consultants, quand les jeunes diplômés, moi je me souviens mes premières années quand tout le monde s'arrache les jeunes diplômés, donc on peut négocier des augmentations, mais il y a des millions de salariés qui ne sont pas en situation, qui du coup aussi l'augmentation des burn-out, parce que les salariés acceptent de travailler plus, parce que c'est quand même mieux d'avoir ce boulot, il est quand même intéressant, et tant pis si on est fatigué, on se reposera aux vacances, et puis c'est comme... Donc on est dans un monde, il y a de côté ceux qui sont au chômage et qui en crèvent. L'INSERM dit qu'il y a plus de 15 000 morts chaque année, plus de 15 000 morts en France à cause du chômage, et puis tous ceux et celles qui au contraire travaillent tôt. Donc comment est-ce qu'on rééquilibre la négociation sur les salaires, comment on sort du chômage dans une société post-croissance? Je pense que il faut arriver à mettre les pieds dans le plat. Moi, ça m'énerve, tous les politiques qui nous disent que la croissance revient. Quand Bruno Le Maire nous explique que là, il y a un gros rebond de croissance, heureusement, quand on a vu une récession aussi terrible et qu'on a mis des centaines de milliards dans un plan de relance, heureusement qu'il y a un rebond.
Certains économistes appellent ça le rebond du chat crevé. C'est pas une image très positive, mais quand il y a un chat qui tombe du 10e étage d'un immeuble, il rebondit. Même s'il va pas bien, en fait, pour sa santé, il faut s'inquiéter, mais il rebondit, voilà. Et donc après une récession aussi dramatique avec autant de plans de relance, évidemment, il y a un rebond. Mais est-ce que c'est suffisant? J'ai mis cette courbe, là, c'est la croissance en France depuis 1960. Je pense que même sans être un grand économiste, on voit le problème. La croissance dans les années 60 était à 5,6%, puis 3,7%, puis 2,2%. Je pense que c'est compliqué de croire qu'on va vers un gros rebond qui va nous permettre de créer des millions d'emplois. Mais certains vont dire, ouais, mais ça c'est la France, parce qu'il y a un État obèse, je mets des guillemets, parce qu'on n'a pas de politique industrielle. Donc si on avait une politique industrielle comme l'Allemagne, ce serait différent. Et c'est un vrai sujet. On a tous des masques. On a tous vu depuis un an à quel point on était dépendant. Notre absence de politique industrielle est un vrai problème pour plein de raisons, mais y compris pour dépendre des masques ou dépendre de molécules pharmaceutiques de base qui viennent de Chine. Donc oui, il faut une politique industrielle, comme l'Allemagne. Mais est-ce que ça va suffire pour relancer la croissance et pour donner de l'emploi à tout le monde? Voilà la courbe de la croissance en Allemagne. Comme rapporteur du budget, avant le virus, j'allais 2 fois par mois à Berlin, et donc j'actualise un peu et je européanise mon argumentaire. Voilà la locomotive allemande. Messieurs, dames, sous vos applaudissements, là, donc je pense qu'on voit que c'est radicalement différent. Je pense on devrait faire un jeu. Où est la locomotive allemande et où est l'État obèse en France? Voilà. Donc, voyez l'évolution de la croissance depuis 1950. Et un petit zoom qui pourrait énerver M. Zemmour ou Mme Le Pen, mais peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis dans la salle, c'est que depuis 10 ans, l'Allemagne a évité la récession seulement parce qu'elle a accueilli 1,5 million de réfugiés syriens. Mais vous voyez qu'en 2012, 2013 et début 2014, l'Allemagne était quasiment en récession. Elle n'avait que 0,4% de croissance. 0,4%. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a accepté, quand Mario Draghi a annoncé qu'il allait créer 1000 milliards en 2014, c'est parce que, y compris l'Allemagne, est en train de retomber en récession. Et c'est pas moi qui le dis, mais il y a un rebond syrien. C'est l'arrivée de 1,5 million d'hommes et de femmes qui viennent de Syrie. C'est d'abord pour des raisons d'humanité que le peuple allemand et Angela Merkel les ont accueillis, mais il y a eu un bienfait économique. C'est pas moi qui le dis, c'est Destatis, c'est l'équivalent de l'INSEE en Allemagne, et qui montre comment, quand il y a 1,5 million d'hommes et de femmes qui arrivent, jeunes et vieux, ben ça crée du dynamisme, ça apporte de l'énergie, ça apporte de l'intelligence. C'est aussi plus d'enfants qui vont à l'école. On va agrandir quelques écoles, on va agrandir les préaux, on va agrandir les cantines. Il faut construire. Donc il n'y a aucun doute que sans l'accueil des réfugiés syriens, l'Allemagne était quasiment en récession. Et la dernière conférence de presse de Jens Weidmann, on parlait tout à l'heure de Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank, qui vient de démissionner il y a 15 jours parce qu'il voit qu'il est en train de perdre la bataille intellectuellement au niveau européen. Mais la dernière conférence de Weidmann, il y a 2 ans, juste avant l'arrivée du virus, juste avant Noël et l'arrivée du virus, il y a 2 ans, Weidmann disait « l'Allemagne est en train de retomber en récession ». Donc, miser sur la croissance. Aujourd'hui, moi j'aimerais que les journalistes dans les émissions politiques disent à chaque fois que quelqu'un parle de la croissance qu'on met 5 euros ou 10 euros dans la cagnotte. Ça n'est plus sérieux, c'est de la paresse intellectuelle de continuer à dire qu'on va financer l'emploi, on va financer les retraites, on va financer la recherche par des politiques de croissance. Et encore, quand l'Allemagne avait ces petits 0,4 là de croissance, c'est que l'économie allemande était tirée par les exportations, en particulier vers les États-Unis. Et je pense que ça, c'est bientôt fini. Les États-Unis peuvent n'importe quand avoir une nouvelle crise économique majeure. Ça, c'est la dette totale aux États-Unis. Vous voyez que depuis 1952, la dette totale privée et publique, vous tapez Flow of Funds, c'est gratuit. Tous les 3 mois, vous avez le chiffre sur la réserve fédérale, la dette des familles, la dette des collectivités, la dette des entreprises privées. Et vous voyez que ça monte de façon vertigineuse. Et autant en 2005, j'avais fait une grève de la faim pour annoncer la première crise financière. Et beaucoup de gens se foutaient de ma gueule. Dominique Strauss-Kahn avait dit que je m'inquiétais pour rien, qu'il n'y avait aucun risque de crise aux États-Unis. 18 mois plus tard, c'était la crise. HSBC a annoncé 10 milliards de pertes sur la subprime, mais Dominique Strauss-Kahn se foutait de ma gueule, mais c'est pas grave. Mais tandis que donc en 2005, on n'était pas très nombreux à tirer la sonnette d'alarme. Mais là, depuis 10 ans, vous voyez la une des Échos, c'est pas un journal complotiste, en 2015, qui disait le FMI redoute une nouvelle crise mondiale, une crise qui pourrait faire 10 fois plus de dégâts. C'est le FMI qui dit ça. On n'a rien réglé, en gros, après 2008. Et ceux qui, parmi vous, sont spécialistes en économie le diraient mieux que moi. La crise de 1929, c'était la 2e crise financière. Il y avait une première crise économique en 1920-1921. On avait mis quelques rustines, on s'était rassuré, on avait cru qu'on pouvait faire n'importe quoi, on commence à spéculer comme des cochons. Et quand la crise de 29 éclate, elle est beaucoup plus grave que la première et elle amène en Europe à la barbarie. Et là, c'était la seconde crise qui était la plus grave. Et ça fait des années que le FMI nous dit attention, attention, vous n'avez réglé aucun problème. Et il y a 2 ans, Bloomberg avait fait une enquête auprès de 300 économistes. Et la plupart pensaient que ça allait péter en 2020.
La plupart pensaient que Donald Trump aurait du mal. Donald Trump faisait tout pour évidemment maintenir le système économique jusqu'aux élections présidentielles dans son pays. Mais la plupart des économistes pensaient que ça allait exploser avant la présidentielle et que ça allait péter soit en 2020, soit au plus tard en 2021. Donc paradoxalement, le virus a fait des catastrophes, des millions de morts. Mais économiquement, le virus a prolongé le système parce qu'on a mis tellement de centaines de milliards, on a tellement baissé les taux que le système a assez prolongé. Mais n'importe quand, on peut avoir un énorme problème. Je vous ai montré la dette aux États-Unis. La dette en Chine n'est pas beaucoup mieux. Pardon, ça c'est la dette totale en Chine, privée et publique, sans le shadow banking. Vous avez peut-être vu, il y a 2 mois, tout le monde s'inquiétait parce qu'on a trouvé qu'une compagnie dans l'immobilier qui avait 200 milliards de dettes. La Chine, c'est la plus grosse bulle qu'on a jamais vue et ça peut péter n'importe quand. Donc les 2 moteurs de l'économie mondiale, États-Unis et Chine, ne sont pas du tout stables. On peut avoir un atterrissage en catastrophe. Donc, non seulement, petite conclusion de ces 5 minutes, non seulement ça n'est pas sérieux, ça n'est pas sérieux de miser sur le retour de la croissance, mais le plus probable, c'est que dans les 5 ans qui viennent, on va parler d'une élection présidentielle pour les 5 ans qui viennent, le plus probable, c'est qu'on aura une nouvelle crise plus importante. Je suis ici avec des étudiants et étudiantes qui essayent de comprendre le monde qui les entoure, donc je fais un petit zoom sur cette courbe parce qu'à mes yeux, elle est fondamentale. Vous voyez quand même qu'il y a 2 périodes très différentes. Donc, je redis, c'est la dette totale aux États-Unis, dette privée et publique, dette de tous les acteurs, sans compter le secteur financier. Vous voyez quand même qu'il y a 2 périodes très différentes. Une période où c'est à peu près stable, où c'est même complètement stable, le rapport dette sur PIB, jusqu'en 1981. Tiens, c'est marrant, c'est l'arrivée de Ronald Reagan, c'est étonnant. Donc jusqu'en 80, il n'y avait pas besoin de dette, et c'est à partir de l'arrivée des libéraux qu'on a besoin de toujours plus de dette, toujours plus de dette. Pourquoi? Donc c'est quand même la fin de la courbe est flippant. Ça peut péter n'importe quand. En 2019, pour vous donner l'ordre de grandeur, 2019, la croissance aux États-Unis a fait plus de 2,3 de croissance, mais la dette totale a augmenté de 12,6. Il fallait 6 doses de dette supplémentaires pour une dose de croissance. Donc on voit bien que ça ne peut pas tenir très longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, le système était vraiment stable. Il n'y avait aucune crise financière et il n'y avait pas besoin de dette pour nourrir le système. C'est quand même, on le voit, c'est pas parce que je suis un social-démocrate ou Nouvelle Donne que je dis ça. La courbe de la Réserve fédérale est assez claire. Comment on explique cette prospérité sans dette et sans crise? C'est parce qu'on tenait bon sur la justice sociale. La première chose que fait Roosevelt avant Bretton Woods, on a tous appris dans nos cours de terminale que quand Roosevelt et les Alliés pensent qu'ils vont gagner la guerre contre les nazis, on prend 3 semaines à Bretton Woods, 3 semaines de travail avec Keynes, avec Mendes France, avec les meilleurs économistes, 3 semaines avec tous les dirigeants pour reconstruire le système bancaire et financier. Mais avant Bretton Woods, la première chose que fait Roosevelt, c'est Philadelphie. Il n'y a qu'une femme, mais elle a eu un rôle crucial. C'est en gros elle qui a rédigé une bonne partie du texte. Et donc tous ceux qui signent ce texte, Roosevelt et les autres, c'est un texte magnifique qu'on devrait apprendre par cœur. Il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Tous ceux et celles qui avaient connu la crise de 29 disent il n'y aura pas de paix et de prospérité, de stabilité sans justice sociale. La prospérité, la pauvreté, où qu'elle existe, est un danger pour la prospérité de tous. Le travail n'est pas une marchandise. Le travail n'est pas qu'on peut brader. C'est pas parce qu'il y a des millions de chômeurs qu'on peut baisser les salaires. C'est pas comme quand vous faites les courses le dimanche à 12h30, il y a trop de cerises, donc vous obtenez 3 kilos de cerises pour 5 €, parce qu'on peut brader les cerises à la fin du marché. Mais le travail humain, à cause de la dignité et à cause du rôle du salaire dans l'économie, on ne peut pas diminuer les salaires même s'il y a du chômage. Donc et puis derrière, au-delà de ces principes, c'est concrètement, dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles concrètes sur le salaire minimum, sur le temps de travail, sur comment financer la retraite des vieux et la protection sociale. Donc tous ceux qui avaient connu la crise de 29 pensent qu'il faut des règles concrètes, des règles de justice sociale dans chaque pays et dans le commerce mondial. Ça n'empêche, il ne s'agit pas d'aller dans un système soviétique, ils veulent garder la capacité d'innovation du capitalisme, mais ils veulent dans chaque pays et dans le commerce mondial des règles sociales. Et tant qu'on tient bon sur ces règles sociales, on n'a pas besoin de dette. Et puis Ronald Reagan arrive et on commence à foutre en l'air ces systèmes de régulation. Et dans tous les pays, ce que disait Thomas Piketty pour la France n'est pas une exception, dans tous les pays, ce qui va au salaire diminue. Et ce qu'on ne donne pas par le salaire, on va le donner par la dette privée. On va dire, ça fait longtemps que tu n'as pas eu d'augmentation, mais tu peux quand même t'acheter une deuxième voiture, on va te prêter de l'argent. Donc on augmente, au lieu de distribuer du salaire, on augmente la dette privée et on diminue les impôts sur les plus riches, et donc on augmente aussi la dette publique. Mais donc on voit bien que tant qu'on tenait bon sur la justice sociale, on n'a eu aucune crise financière pendant 30 ans et on n'avait pas besoin de dette. Donc au total, parfois on a peur de faire passer pour des vieux gauchistes quand on parle du partage de la valeur ajoutée. J'avais fait ce calcul avec Michel Rocard dans un bouquin qu'on a fait en 2012. On montrait qu'en 30 ans, la part des salaires pour l'ensemble des 15 pays les plus importants, les plus riches de la planète
est passé de 67% du PIB à 57%, c'est quand même une perte de 10%, et qu'en 30 ans, le total, c'est 150% du PIB, 150% du PIB qui aurait dû aller aux salariés, aux caisses de sécu, à monsieur et madame tout le monde, et qui sont partis pour l'essentiel vers les marchés financiers. Donc c'est quand même, quand on nous dit attention, en France, avant le Covid, vous aviez une dette publique de 100% du PIB, vous parlez, un de vos sujets, c'est la dette publique, c'est vrai, objectivement, on a une dette publique de 100% du PIB, ça n'est pas négligeable, mais on peut dire aussi qu'il y a une dette des marchés financiers vis-à-vis des peuples qui est de l'ordre de 150% du PIB. Ce qui change un tout petit peu la problématique de qui doit à qui. Donc, point clé de ce dernier, sur cette courbe, donc ça veut dire que la justice sociale, ça n'est pas un luxe, c'est d'abord un objectif en tant que tel, permettre à chaque homme et chaque femme de vivre correctement, mais même du point de vue bêtement économique, si on oublie la justice sociale, on part dans une fuite en avant qui va nous amener à un effondrement du capitalisme, tandis que tant qu'on tenait bon sur des règles concrètes de justice sociale, on a eu 30 années de prospérité sans fuite en avant, donc ce n'est pas du tout un luxe auquel il faudrait se renoncer, c'est le seul moyen pour sortir d'un système où des crises de plus en plus graves se succèdent. Donc ça veut dire qu'au niveau européen, il faut rééquilibrer le système. En 2003, on avait proposé un traité de l'Europe sociale avec Jacques Delors, Bronislav Geremek, José Bové, plein de gens très différents. On avait été reçu par Romano Prodi. Vous savez que dans le traité de Maastricht, on a tous appris que pour le moment, l'Europe, ce qui guide l'Europe pour le moment, c'est essentiellement les 5 critères financiers du traité de Maastricht. Pas plus de 3% de déficit, pas plus de 60% de dette, pas plus de X d'inflation. Et donc, nous, on demande qu'il y ait des 5 critères sociaux au même niveau que les 5 critères financiers. On avait rédigé le traité de l'Europe sociale, on avait reçu 400 parlementaires de 9 pays qui nous soutenaient. Et donc le patron de la commission, le monsieur au milieu, là, celui qui a un nœud papillon, c'est Elodie Roupeau, qui est depuis devenu Premier ministre de Belgique. D'un côté, c'était Romano Prodi, le patron de la commission, qui avait demandé à Giscard d'intégrer le traité de l'Europe sociale dans la Constitution, ce que Giscard n'avait pas voulu. En 2007, après ça, en 2005, la France avait voté non par référendum. En 2007, Angela Merkel avait dit que si le peuple allemand avait lui aussi voté par référendum comme les Français, peut-être que le peuple allemand aurait voté non. Donc Merkel ne se moquait pas des gens qui avaient voté non. Et Angela Merkel disait il faudrait un protocole social européen, compléter les traités avec un protocole social. Et c'est Nicolas Sarkozy qui n'a pas voulu. Mais ça veut dire que beaucoup de gens comprennent qu'on ne peut pas continuer la concurrence sociale, on ne peut pas continuer à baisser nos salaires parce que les voisins font pareil. Sinon, on va tous être les plus compétitifs du cimetière. Donc il faut lutter contre la concurrence sociale et salariale. Il faut aussi lutter contre la concurrence fiscale. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45%. 45%. Et depuis que l'Angleterre est rentrée, chaque pays baisse son impôt sur les sociétés pour faire comme le voisin, pour attirer les entreprises. Et alors qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump l'a baissé, mais l'impôt était à 38%. Donc c'est quand même le monde à l'envers de se dire qu'un pays libéral comme les États-Unis a un taux d'impôt à 38% et que nous, on est tombé à 19%. Voilà. Donc il y a besoin, et là encore une fois, s'il y a une équipe de gauche et des écolos qui arrivent au pouvoir en avril prochain, on a des alliés en Allemagne, on a des alliés dans d'autres pays qui seront d'accord. Aucun pays tout seul ne peut augmenter son impôt sur les sociétés de 5 points, mais il n'y a aucun doute sur le fait que si on est au moins 9 ou 10 pays au cœur de l'Europe à le faire, on peut augmenter l'impôt sur les sociétés de 5 points. Donc, comment sortir du chômage sans croissance? Comment sortir du chômage sans croissance? Eh bien, c'est la dernière idée que je voudrais développer avant de laisser la place au débat. Il faut reparler de la semaine de 4 jours. Le débat revient dans plein de pays d'Europe. Vous avez peut-être vu à la une du Courrier International il y a 2 semaines. La une du Courrier International, c'était la réduction du temps de travail, la semaine de 4 jours. En Espagne, c'est Pedro Sanchez qui met un vrai budget pour expérimenter les 4 jours. On va sortir la semaine prochaine un film avec Philippe Geluck, le gars qui fait Le Chat. Si vous voulez, dans une semaine, on va sortir, et on est dans l'atelier, parce que le débat revient en Belgique aussi, en Allemagne. Et donc Philippe Geluck, on est en dialogue, il pose toutes les questions que les gens se posent. Comment c'est possible sans baisser les salaires? Quelle différence avec les 35 heures? Comment faire l'hôpital? Donc pourquoi est-ce que la question du temps de travail est fondamentale? C'est parce qu'on vit une révolution depuis 40 ans. En fait, c'est une double révolution. C'est une révolution technologique, les ordinateurs, les robots, les machines à commande numérique, et puis une révolution intellectuelle. Le nombre d'étudiants qui font des études après le baccalauréat a été multiplié par 7. Voilà. En France, en 40 ans, le nombre de jeunes hommes et jeunes femmes qui font des études après le bac, fois 7. Donc cette double révolution intellectuelle et technologique fait qu'on produit beaucoup plus. Vous voyez, c'est la productivité. Vous voyez qu'on a fait plus de productivité depuis 40 ans que sur les 2 siècles précédents. Aux États-Unis, c'est Robert Reich, l'ancien ministre de Clinton, qui relance le débat. Je vous conseille ses vidéos. Ce gars est assez brillantissime. Il mériterait le Nobel d'économie et puis il a une pédagogie géniale. Donc Robert Reich, je pense qu'aux États-Unis, quand on parle de désindustrialisation, il dit le mot est ambigu. Quand on explique le malaise des classes moyennes, les gens qui votent Trump ou qui ne votent plus par la désindustrialisation, il dit le mot est ambigu parce que la production industrielle a quand même augmenté de plus 80% en 40 ans.
Bien sûr qu'il y a un problème on n'a pas régulé la mondialisation. Bien sûr qu'il y a des délocalisations qui scandalisent tout le monde. Mais quand même, malgré ces délocalisations, le gâteau a presque doublé en 40 ans. La production sur le territoire américain a presque doublé. Mais par contre, on a besoin de 30% de travail en moins. Il dit qu'avec les robots, avec les machines à commande numérique, on produit presque 2 fois plus avec 30% de travail en moins. Et donc, il dit, quand il y a besoin de 30% de travail en moins, ou bien on laisse 30% des gens au chômage, qui font 0 heure par semaine, ou alors, Robert Reich dit qu'il faudrait reprendre un mouvement de réduction du temps de travail sans baisse de salaire. Robert Reich plaide pour le fait une réduction du temps de travail sans baisse de salaire. En France, le graphique est moche, mais je l'ai rajouté aujourd'hui pour venir, voilà, c'est un calcul qu'on a fait avec Dominique Méda qui est en 2009. Globalement, en France, le chiffre que je vous ai montré là, le site Robert Reich, c'est dans l'industrie. C'est là qu'il y a le plus, mais dans les services, parfois les gains de productivité sont plus faibles. Si on regarde pour l'ensemble de l'économie française, on voit que le besoin de travail, donc c'est pas ça n'est pas la fin du travail. Certains vous disent que c'est la fin du travail, c'est faux. Il y a toujours besoin de travail dans tous les secteurs. Les carottes poussent pas toutes seules, les vaches font pas du fromage toutes seules. Il y a besoin dans tous les secteurs, il y a besoin de journalistes, il y a besoin d'ingénieurs, il y a besoin de chercheurs. Ça n'est pas la fin du travail. Dans tous les secteurs, il y a besoin de travail, mais globalement, il y en a moins. Et pour la France, précisément, l'INSEE mesure chaque année dans tous les secteurs combien il y a eu d'heures travaillées. On peut dire que le besoin de travail a baissé de presque 7%, alors que la population active, le nombre de gens qui sont disponibles et de mieux en mieux formés, augmenté de 33%. Donc, s'il y a besoin de 7% de travail en moins et qu'on ait 30% de plus, ou bien on baisse le temps de travail de façon massive, ou bien on a un chômage massif, des millions de gens qui font 0 heure et des millions de gens qui ont des boulots très précaires. Donc, c'est assez choquant de voir qu'il y a eu, comment là aussi, comme sur le climat, le temps qu'on a perdu, alors qu'il y avait un diagnostic qui était à peu près partagé. Le débat sur la semaine de 4 jours, il est né en 1993. Beaucoup de gens disent que c'est moi qui ai lancé le débat. C'est faux. 24 heures avant que nous, on lance l'initiative sur la semaine de 4 jours, on a été doublé par Antoine Riboud. Antoine Riboud, c'était le patron de Danone, un des plus grands industriels français. Et en septembre 93, Antoine Riboud, à la une du Monde, dit « Il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire ». C'est un des plus grands patrons d'Europe, le 25 septembre 93, qui dit « Il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire ». Et en 95, donc 2 ans plus tard, c'est un rapport qui a été rédigé à la demande de Balladur. Balladur était un Premier ministre plutôt de droite libérale, mais qui avait demandé à un certain nombre d'experts, d'économistes de réfléchir à l'avenir du travail. Et la conclusion principale, c'est il faut une réduction de plus de 20% du temps de travail. Et pour être sûr qu'il n'y aura aucun problème de formation dans aucune branche, ils disent on prend un temps long, mais d'ici 2015, il faut que tout le monde soit passé à 4 jours. Et tout le monde est d'accord pour dire ah oui, évidemment, d'ici 2015, oui, ça, il faudra qu'on soit tous passés à 4 jours. Alors, tout le monde dit c'est un mouvement historique. On était à 7 jours sur 7, on est passé à 6 jours, on est passé à 5 jours, il y a des congés payés. Donc il y a un consensus en 95 pour dire qu'évidemment, il faut qu'on soit passé à 4 jours. Mais hélas, aujourd'hui, on est fin 2021. Et la durée réelle en France, il y a eu les 35 heures. Lionel Jospin a fait les 35 heures. Donc le bilan est assez mitigé, on y reviendra si vous voulez. Et puis depuis, la droite a passé son temps à détricoter. Dès qu'il y a eu un gouvernement de droite, il a détricoté les 35 heures, donc donné plus de flexibilité. Et les chiffres sortis l'été dernier en France, par l'INSEE, qui sont indiscutables, c'est que quelqu'un qui travaille à temps plein, qui est salarié, travaille en moyenne 39,1 heures. Aujourd'hui, en France, un ou une salariée à temps plein est à 39,1 heures et des millions de chômeurs font 0 heure par semaine. Donc, il y a bien un partage du travail qui est basique, qui est stupide. Ou bien tu travailles plein pot, 39 heures, sans compter les heures sup qui parfois ne sont pas comptées, ou bien tu es au chômage à 0 heure. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la semaine de 4 jours, c'est possible. Les Anglais disent la preuve du pudding, c'est ça se mange. Eh bien, la semaine de 4 jours, la preuve des 4 jours, c'est que c'est possible. Si vous mangez une brioche Pasquier, si vous mangez un yaourt Maminova, si vous mangez du jambon Fleury-Michon, tout ça, c'est des entreprises où tous les salariés sont passés à 4 jours. Les ouvriers, les commerciaux, les directeurs, le directeur de l'usine, tout le monde est passé à 4 jours. On a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours avec un principe simple, aucune baisse de salaire. Il n'y a aucune baisse de salaire pour personne et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. L'entreprise arrête de payer les cotisations chômage si elle crée au moins 10% d'emplois en CDI. Et donc, c'est possible que c'est comme ça qu'on a fait voter une loi qui permettait l'expérimentation, ce qu'on appelait la loi d'Eurobien. Et c'est comme ça qu'il y a 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Et puis, on a Patrick Artus, qui est directeur d'études à la Caisse des dépôts et qui est professeur à Polytechnique, qui a fait le bouclage de la formule Larouturou, qui dit « Je ne suis pas chef d'entreprise, donc je ne sais pas comment régler les problèmes d'organisation, mais il dit pour les caisses de retraite, pour les caisses de l'État, pour les caisses de santé, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a d'exonération que si on crée des emplois. Donc si on crée des emplois, il y aura moins de chômeurs, il y a plus de gens qui vont payer la TVA, plus de gens qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Donc là, je vous ai fait de la synthèse, mais vous verrez sur mon site si vous voulez. Il y a 3 pages d'équations un peu illisibles pour être poli, mais voilà. Mais Patrick Artus montre bien qu'il n'y a aucune inquiétude pour aucun acteur et qu'on peut financer la réduction du temps de travail. Et
Depuis, donc je le redis, il y a 400 entreprises qui l'ont mis en place et on estime qu'un mouvement général pourrait créer 1 600 000 emplois. 1 600 000 emplois et en termes de qualité de vie, tous ceux et celles qui sont passés à 4 jours vous disent que c'est quand même très 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 cool d'avoir un jour. Ceux qui veulent le mardi sont libres tous les mardis, ceux qui veulent le mercredi sont libres tous les mercredis. C'est du temps pour soi, du temps pour faire une activité sportive, du temps pour être avec les gens qu'on aime, c'est du temps pour se former, pour ceux qui s'ennuient au boulot et qui veulent changer de carrière. Donc ça peut être un vrai sujet. Donc si on crée 900 000 emplois avec le plan climat, 900 000 emplois et 1,6 million avec la semaine de 4 jours, ça fait quand même déjà 2 500 000 emplois, 2,5 millions. Il faut aussi créer des emplois dans les hôpitaux, dans la recherche, dans la justice, dans la police. Donc il n'y a aucune fatalité, on peut créer plus de 2 800 000 emplois. Et si on crée 2 800 000 emplois, il n'y aura plus besoin de la réforme des retraites que veut faire Bruno Le Maire, parce qu'on a 2 800 000 personnes qui vont cotiser. Donc il n'y aura aucun besoin de baisser les retraites. Donc maintenant, une fois qu'on a dit, si vous êtes là, c'est que vous êtes sans doute assez en phase pour la plupart d'entre vous, peut-être pas tous, avec ce genre de propositions, avec ce genre de valeurs. La question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour les mettre en œuvre. Joe Biden a essayé ou essaye aux États-Unis de faire une révolution après 40 ans de néolibéralisme. La question est comment on arrive à changer les choses. On a été reçu par le pape, je vous dis. Le pape nous a reçus parce que il nous a expliqué qu'il fallait faire la révolution. Je suis allé avec Cyril Dion. Cyril Dion, c'est celui qui a fait le film Demain et qui la semaine dernière a sorti un nouveau film, Animal. Et le pape, que vous soyez croyant ou pas du tout croyant, je vous conseille le dernier bouquin du pape où il explique que le système économique est dominé par l'argent, où l'argent devient une idole. Il dit pas que c'est de la merde, comme le dirait un adolescent un peu en colère, mais le pape vous dit que c'est le fumier du diable. Il dit ce système économique, pour le pape, ça veut dire que ça sent pas bon, quoi. C'est quand même le fumier du diable. Et il reparle de la réduction du temps de travail à la fin de son bouquin. J'étais assez scotché. Il explique qu'il faut relancer la négociation sur la réduction du temps de travail. C'est assez vraiment sympa. Quand il parle d'économie, c'est quasiment toujours des femmes. C'est toujours des gens qui sont en même temps dans différents pays. Il a vraiment une vision universelle des choses. Il parle des limites de la croissance, en tout cas dans les pays du Nord. Son dernier bouquin est vraiment assez génial. Et il nous a dit qu'il fallait faire la révolution. Il nous a dit, après la crise de 2008, on avait dit qu'on allait tout changer. On n'a rien changé. Et maintenant, si après la crise du Covid, on n'est pas capable d'avoir des choix fondamentaux pour mettre la société en ligne avec nos valeurs, il dit, on est nul. Il dit, il faut faire la révolution. Et je crois qu'il a raison. Si je le cite, en fait, c'est que je suis assez d'accord avec lui. Dans mon bureau au Parlement européen, j'ai une belle photo derrière moi. C'est une photo du mur de Berlin. Et je me souviens de la dernière discussion avec Stéphane Hessel. La plupart d'entre vous êtes trop jeunes peut-être pour voir qui était Stéphane Hessel. C'était un grand résistant, un monsieur qui a fait le livre Indignez-vous, qui poussait les gens. Et j'avais eu la chance d'être un grand ami de Stéphane Hessel. Et encore quelques jours avant de mourir, il m'avait appelé. On s'est vu chez lui. Il était dans son lit. Il espérait s'en sortir, mais il savait quand même qu'il était plus tout jeune. Et il me disait, Pierre, il faut vraiment lutter contre le découragement. Il faut tout faire. Stéphane Hessel disait, il faut tout faire pour lutter contre le découragement. Beaucoup de gens pensent que c'est foutu, que l'accumulation des problèmes amène à un chaos irréversible. Beaucoup de gens sont déçus par les politiques et ça peut se comprendre. Mais il faut lutter contre le découragement et dire qu'on a connu des systèmes qui étaient monstrueux et on pensait qu'ils étaient là pour tout le temps. Et puis des hommes et des femmes se sont levés et puis ils ont fait tomber le système monstrueux. On a connu l'apartheid en Afrique du Sud et la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin et la fin du mur de Berlin. Et c'est pas les grands chefs qui l'ont décidé. C'est pas Gorbatchev et Helmut Kohl. Ce sont des citoyens comme vous et moi qui ont fait tomber le mur de Berlin. Ils étaient 3, ils étaient 30, ils étaient 3000. Ils en avaient vraiment marre. Ce système était insupportable. Ce système foutait en l'air leur vie. Ils sont allés dans la rue pour dire qu'ils voulaient changer et faire tomber le mur. Et derrière, les grands chefs, Helmut Kohl ou Gorbatchev, ont géré les conséquences. Mais c'est des citoyens qui ont changé les choses. Et je crois aujourd'hui que si on est des millions à comprendre que ce système peut nous amener le mélange du chaos climatique, du chaos social, d'un chaos politique, on peut connaître la barbarie de notre vivant. Je pense qu'on a tous conscience que ça sent pas bon à tout point de vue et qu'on peut connaître ce mélange des trois crises peut nous amener au chaos et qu'on est à un moment de bifurcation. Donc je l'ai dit, je suis ici pour chercher des alliés, non pas faire une conférence, et je pense qu'il faut qu'on fasse bouger les choses. Et en particulier, si on veut éviter un deuxième tour catastrophique, un deuxième tour Macron-Le Pen, à mes yeux, c'est catastrophique. Le Pen est à 46% dans les sondages. Et même si Macron gagne, il n'a réglé aucun des problèmes du pays. On peut avoir un niveau de violence monstrueux. Donc, je voyais des syndicats de policiers qui sont venus me voir. Et à la fin de l'entretien, un des policiers me disait que si Macron avait que là, le virus avait un peu calmé les gilets jaunes, mais que si Emmanuel Macron avait tous les pouvoirs pendant 5 ans et qu'il passait en force sur les retraites, qu'il passait en forme sur telle ou telle réforme, il ne savait pas comment est-ce qu'on arriverait à éviter une catastrophe en termes de violence dans la rue. Donc, je crois que il faut vraiment tout faire pour éviter un deuxième tour Macron-Le Pen. Et ça suppose que ceux qui disent « ma priorité c'est le climat, ma priorité c'est la justice sociale », ça suppose qu'on arrive à se rassembler. On est déjà 225 000 à avoir signé pour la primaire populaire, 225 000. Toutes les semaines, il y a des nouvelles personnalités qui prennent position pour Taubira, Edwy Plenel, François Ruffin. Je pense que c'est important. Il faut qu'on arrive à faire bouger nos dirigeants et qu'on arrive à se rassembler avant la fin janvier. Merci beaucoup. Place au débat.
Donc on va passer à la deuxième partie du coup de la conférence pour vos questions, et je vois qu'il y en a déjà, donc on a un petit problème. Je crois qu'il y en a d'autres aussi. Est-ce que celle qui va poser des questions, vous parlez fort, je répète éventuellement Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour vos propos. Est-ce que aujourd'hui le problème des progressistes face aux conservateurs et le fait de ne pas avoir réussi à imposer des mots dans le débat public, est-ce que la gauche, globalement, continue de s'adresser à la raison des gens, à la raison, évidemment. Selon moi, c'est inévitable. Ce que je vous énoncez là, on peut avoir des controverses à la marge sur les solutions non, mais les faits sont là. Est-ce que le problème de cette gauche, c'est qu'elle continue à s'adresser à la raison des gens plutôt qu'au système de valeur des gens, et qu'elle n'a pas réussi à ouvrir des mondes, on parle par exemple de décroissance. Aujourd'hui, beaucoup de décroissance dans le débat public. Le mot, les concepts des gens, c'est pas quelque chose de positif, d'impératif, de solidaire. C'est gauchos qui veulent nous ramener au système Amish. Est-ce que c'est le problème aujourd'hui du progressisme sur, en particulier, l'économie, la justice sociale et l'écologie? On prend plusieurs questions ou je réponds au fur et à mesure? Ok. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. La gauche a souvent trahi quand elle était au pouvoir. Mon adversaire, c'est la finance. Et François Hollande avait promis que s'il arrive au pouvoir, il allait faire la séparation des banques. Tout le monde a bien compris qu'il ne faisait pas et qu'il ne faisait aucun effort. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on peut tout faire en 3 semaines, mais quand Roosevelt arrive, il fait passer 15 réformes en 3 mois, y compris la séparation des banques, y compris un impôt. Voilà. Et ça grogne un peu, les banquiers gueulent, mais Roosevelt parle aux gens, parle à l'intelligence. Et toutes les semaines, quasiment, Roosevelt parle, mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques. Et demain, je fais adopter par le Congrès une réforme des banques. Et les 2 assemblées votent le même jour et Roosevelt signe le soir. La semaine suivante, c'est mes amis, Roosevelt explique, mes amis, je vais vous expliquer pourquoi le revenu des paysans a tellement diminué. Et demain, je ferai approuver par le Congrès une réforme des marchés agricoles pour améliorer le revenu des paysans. Et les 2 assemblées votent la réforme et le soir, Roosevelt, et une semaine après, ça s'applique. Et les gens voient que Roosevelt travaille pour le bien commun. Et il y a des moments où Roosevelt demande aux gens d'aller dans la rue parce que le lobby bancaire tape trop fort. Et il demande aux citoyens de le soutenir et il a la confiance des citoyens. Donc je crois hélas qu'en France, depuis 30 ans, la gauche a souvent déçu sur les questions sociales, sur la politique du logement. Je ne dis pas que tout est facile, mais une des propositions de Nouvelle Donne, c'est pas me dire qu'il y a en gros 30 milliards dans le fonds de réserve des retraites, qu'au lieu de les mettre sur les marchés financiers, il y a des pays où le fonds de réserve est investi sur les politiques du logement. Et du coup, on peut avoir des loyers qui diminuent, ça ne se fait pas en 3 semaines, mais si quand la gauche arrive au pouvoir, je l'ai redit à un leader de la gauche tout à l'heure, si on gagne en avril, eh bien dès le mois de juillet, on peut faire voter une loi qui dit que c'est 30 milliards, un peu plus maintenant, du fonds de réserve des retraites, petit à petit, on les sort des marchés financiers qui vont se casser la gueule et on les met sur des politiques du logement. Et donc, au bout d'un moment, on va avoir des loyers qui diminuent. Donc, si on a en même temps une vraie politique du logement, une vraie politique de l'emploi, on a une cohésion sociale plus forte et du coup aussi l'accueil des réfugiés sera plus facile. Je suis effaré de voir comment beaucoup de dirigeants de gauche ont du mal à parler de l'accueil des réfugiés. Moi, quand j'étais petit, il y avait 3 boat people à la maison. Papa travaillait à EDF, on avait une bonne maison. Et nous, on avait 3 jeunes réfugiés à la maison. Mais la France avait accueilli 150 000 réfugiés sans aucun problème. On avait accueilli en un an 150 000 réfugiés. Aujourd'hui, on est 3 fois plus riche. On a peur d'accueillir des réfugiés. Donc, je crois qu'il faut ne pas avoir peur. Rappeler que c'est d'abord au nom de la fraternité. Rappeler que même du point de vue bêtement économique, accueillir des réfugiés, c'est plutôt bon. Et que si on a une politique qui crée 2 500 000 emplois et qui construit assez de logements, il n'y a aucun problème pour accueillir et puis en même temps avoir des politiques de co-développement. Donc je crois que, hélas, les dirigeants de la gauche peut-être ont perdu le contact. Je ne veux pas les mettre tous dans le même sac, mais on a souvent trahi sur les questions sociales, sur les questions de démocratie. Dans mes cours de Sciences Po, je me souviens que Mitterrand, déjà en 1964, avait publié le coup d'État permanent pour expliquer que la Ve République est un système monarchique qui était détestable. Qu'en 1974, les arguments de Mitterrand, quand il était président, quand il était candidat, c'était voter pour moi et je vous rendrai le pouvoir. Donc il en faisait. Et Mitterrand était pendant 14 ans à l'Élysée. Il n'a fait aucune réforme des institutions pour limiter le système monarchique.
Et même Jospin a plutôt aggravé le problème avec l'inversion du calendrier. Lionel Jospin a plutôt aggravé le système monarchique. Et je ne me souviens pas que Jean-Luc Mélenchon ait grogné alors qu'à l'époque il était dans le gouvernement. Donc je crois que la gauche, hélas, a déçu et que donc beaucoup de gens aussi ont une vie très très compliquée. Je répète, un système où des millions de gens se sentent humiliés, ne sont pas reconnus dans leur dignité. Le cerveau reptilien nous pousse à trouver quelqu'un, un bouc émissaire. On a tous un cerveau reptilien et quand on est vraiment humilié, quand la vie quotidienne et c'est des emmerdes et des emmerdes et des emmerdes, on a l'impression que les gens qui nous dirigent n'en ont rien à faire de nous et même nous prennent pour des imbéciles, et bien le cerveau reptilien nous pousse à chercher la castagne, à trouver quelqu'un. Voilà, donc la question est est-ce que la gauche est capable de parler, y compris aux gens qui sont en colère, qui ne vont plus voter ou qui ont envie de castagne, pour dire que l'adversaire, c'est pas l'immigré. L'adversaire, c'est un système économique qui nie la dignité, qui ne respecte pas la dignité de tous, aussi bien les Béarnais de souche comme moi que ceux qui sont arrivés plus tard sur le territoire. Et donc ça suppose qu'on dise des choses claires. Là ce soir je parlais trop vite et comme face à des étudiants je voulais beaucoup argumenter, mais Jean Jaurès, qui était professeur agrégé de philo, disait la politique c'est des choses simples qu'on répète simplement jusqu'à que tout le monde ait compris que ça peut marcher, il n'y a pas de doute. Déjà à l'époque de Jaurès, beaucoup de gens pensaient que les politiques étaient tous des pourris, qu'ils n'en avaient rien à foutre du bien commun. Et Jaurès disait, il faut user le doute comme on fatigue la salade. Il faut dire des choses simples jusqu'à ce que les gens se disent, peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut améliorer ma vie quotidienne. Et donc je pense qu'il y a une urgence dans les semaines qui viennent à se rassembler, parce que je pense aussi en plus aujourd'hui qu'on est inaudible si on a 5 candidats. Et que tout le monde sait qu'on n'a aucune chance de gagner. Donc le fait d'avoir 5 candidats. Et je trouve vraiment je le dis vraiment, j'ai de l'amitié pour Jean-Luc Mélenchon, pour Anne Hidalgo, pour Yannick Jadot, mais je trouve ça vraiment ridicule de se déchirer pour savoir qui sera à l'Élysée. Parce que si on continue à se déchirer, aucune de nous ne sera à l'Élysée, alors qu'en plus on est tous d'accord pour dire qu'il faut une 6e République et avoir un rôle beaucoup plus faible pour celui ou celle qui sera à l'Élysée, renforcer le Parlement et renforcer le poids du citoyen. Donc c'est juste ridicule de se déchirer pour savoir qui est à l'Élysée alors qu'on veut tous mettre fin au système monarchique et peut-être qu'être numéro 2 dans l'équipe ou être numéro 8 dans l'équipe, c'est aussi important. En Allemagne, il y a une coalition qui vient de se mettre en place. Moi, je suis très content. J'ai un de mes copains qui va être un des responsables du climat et je préférerais une équipe qui peut gagner plutôt que d'avoir des gens qui se déchirent pour savoir qui sera le leader de l'opposition et qui est le chef du cimetière. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir des mesures très fortes et en plus nos idées sont plutôt populaires. Quand on fait une campagne, et je pense que tous, Mélenchon, Jadot, Hidalgo, on est d'accord au moins à 80%, et que les 80% des choses qu'on a en commun, c'est vraiment des choses importantes qu'on pourrait mettre en place très vite et qui vont changer la vie des gens, et que pour les 20% où on n'est pas d'accord, on peut avoir un débat à l'Assemblée, on peut faire des référendums. On n'est peut-être pas d'accord sur le calendrier de sortie du nucléaire, mais on peut en parler. Et de toute façon, personne ne pense que le problème peut se régler s'il n'y a pas d'abord un énorme effort d'isolation et d'efficacité énergétique. La taxe sur la spéculation, le dernier Eurobaromètre dit que 75% des Français sont d'accord. 75% des Français sont d'accord pour une taxe sur la spéculation et on peut expliquer que c'est ni Macron, ni Zemmour, ni Le Pen qui vont le faire. Donc est-ce qu'on fait campagne ensemble pour des sujets qui rassemblent? La semaine de 4 jours, la dernière enquête un peu sérieuse dit que le virus a fait bouger les mentalités et qu'aujourd'hui 62% des Français seraient d'accord pour la semaine de 4 jours. Si en plus on explique que c'est possible sans baisse de salaire, je pense qu'on peut cartonner. Donc, est-ce qu'on va continuer à se diviser pour savoir qui est le chef, là, tout en disant qu'on va faire la 6e République, ou est-ce qu'on est capable de se rassembler autour de 5 ou 6 mesures qui parlent au grand public et qu'on soit des milliers à faire campagne, qu'on soit des milliers à être ambassadeurs et ambassadrices. Donc voilà, le but c'est que j'aurais dit, j'ai vu Yannick Jadot il y a 15 jours, j'ai vu Anne Hidalgo la semaine dernière, François Ruffin m'a dit qu'il en parlait à Mélenchon, je vais voir demain Olivier Faure, voilà. J'ai vu Julien Bayou samedi. Il faut qu'on fasse tout. Vous savez, la théorie du dentifrice, stratégie du dentifrice, il faut débloquer le bouchon et appuyer. Donc débloquer le bouchon, c'est convaincre Jadot, Hidalgo, Mélenchon qu'ils peuvent avoir intérêt, qu'ils peuvent gagner cette primaire, et que même s'ils ne gagnent pas, quelqu'un qui est à Matignon, quelqu'un qui peut avoir une responsabilité intéressante et historique. Donc il faut les débloquer, ça c'est... Tout le monde n'a pas accès à Hidalgo, à Jadot ou à Mélenchon. Donc nous on essaie de leur montrer, mais après ça il faut une grosse pression populaire. Et là vous pouvez tous nous aider, y compris il y a une grosse manif à République samedi prochain. C'est bien si on est le plus nombreux possible samedi après-midi. Merci. Alors déjà, bravo pour c'est un joli esprit synthèse. Autant d'informations économiques et climatiques, c'est rare en aussi peu de temps, donc vraiment bravo. Je prends vite, je m'entends. On voit ça, juste des questions d'économistes, mais qui vont aller dans votre sens et bienveillance, parce qu'il en faut quand même ce soir. Rapidement, 2 questions. Une première sur la question de la taxation. Vous avez tout un programme de taxes. Est-ce que vous n'avez pas peur que la taxe Tobin sur les transactions financières ou taxe carbone
En fait, ça va juste pousser les entreprises à tabasser la masse salariale, à licencier des gens, à réduire le coût de production, alors au contraire à reporter sur la consommation. Je dis, on voit à quel point les capitalistes aiment conserver leur taux de profit et de marge. Je pense que vous connaissez très bien Emmanuel Faber, l'ancien PDG de Danone, qui s'est fait dégager par son propre conseil d'administration parce qu'il a baissé son taux de marge de 2%. 2% plein Covid, donc c'est totalement ahurissant. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une réaction comme ça? Et une autre question, et vraiment, je le dis de manière bienveillante et générative, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction dans ce que vous dites sur la question de l'emploi. D'un côté, vous dites qu'on a eu des gains de productivité énormes, ce qui provoque du chômage, parce qu'un travailleur peut produire beaucoup plus qu'avant. Donc il faut réduire le temps de travail pour partager l'emploi. Et de l'autre côté, vous parlez de transition écologique. Mais pour mener une transition écologique, il va y avoir besoin d'énormément de main-d'œuvre en termes de rénovation énergétique, de transition thermique, de transition agricole, d'aide à la personne, de conciergerie de territoire. Et est-ce que le problème, c'est qu'en faisant une relance keynésienne, comme vous disiez, ou en faisant du quantitative easing à la BCE, etc., ou en divisant le temps de travail, vous n'allez pas cibler nécessairement la transition écologique. Quand on fait une relance keynésienne, ça va bénéficier aussi à Thales, à Dassault Systèmes, à Total. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle la garantie emploi? La garantie emploi verte, l'idée que ce serait directement à l'État d'employer tous les chômeurs, de les former, de les allouer à des secteurs qui sont nécessaires pour la société en termes de transition écologique et autres. Et ça réglerait par la même occasion votre problème de ce que Marx appelait l'armée prolétarienne de Hitler, c'est-à-dire l'idée d'avoir un taux de chômage que les entreprises utilisent pour baisser les salaires et virer les gens. Alors, merci pour ces deux questions. Est-ce qu'avec la taxe sur la spéculation, on va tabasser les salariés Les entreprises le fassent. Autant quand Emmanuel Faber est le seul à vouloir une entreprise plus sociale, qui respecte un peu plus l'environnement, voilà, et que ses actionnaires ont le choix entre le garder ou le vider et mettre quelqu'un de plus classique, parce que de toute façon ils peuvent arbitrer avec une autre entreprise, Coca-Cola ou dans l'agroalimentaire, qui ne joue pas le jeu un peu social. Hélas, je vais bientôt rencontrer Emmanuel Faber, c'était assez injuste ce qui lui arrive, mais c'était un peu prévisible. Par contre, si au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, ou au moins de 10 pays, on dit, ben voilà, il y aura une taxe sur la spéculation. Voilà les banques qui, sauf à renoncer, vous pouvez renoncer à travailler en Allemagne ou en France ou en Italie, mais si vous ne renoncez pas, si vous voulez continuer, et je pense que beaucoup de banques continueront à vouloir une activité sur le marché qui est une des deux premières bases économiques, eh bien, il faudra augmenter, vous aurez une taxe de 0,1%. Je pense qu'ils ne vont pas. Et le trader moyen chez BNP, c'est 24 000 euros par mois, sans les bonus. 24 000. Peut-être qu'ils vont tomber à 22 000, mais on va les aider au début. C'est pas facile de vivre avec 22 000 euros, mais il y aura un accompagnement. On a prévu un accompagnement social. On a tout prévu parce qu'on n'a pas envie. Non, 22 000, c'est pas drôle, hein, vous rigolez, mais voilà. Donc honnêtement, non, et quand Bruno Le Maire explique que pour rembourser le plan de relance, il faudra une réforme des retraites, les deux arguments de Bruno Le Maire pour dire qu'il faut une réforme des retraites, il veut pas dire qu'il veut développer les assurances privées, c'est pas très populaire. Donc il explique que pour rembourser le plan de relance, vous savez que le plan de relance, la France a gagné 40 milliards, mais va rembourser 70 milliards. Et Bruno Le Maire dit pour rembourser, il faudra une réforme des retraites. Et après ça, il dit il n'y a pas assez de cotisants. Voilà. Et bien nous, sur les deux points, on dit non, tu te trompes ou tu mens. Voilà. Le Parlement européen dit que pour rembourser, si le Parlement insiste tellement pour taxer la spéculation, ça donnerait à peu près 60 milliards, je ne vais pas être trop technique, mais il y aurait 60 milliards par an. Et les premières années, il y aurait 15 milliards pour rembourser le plan de relance étalé sur 30 ans. Donc si on met en place la taxe sur la spéculation, au niveau européen, la France n'aura pas à rembourser le plan de relance. La France aura reçu 40 milliards, point barre. Elle n'aura pas remboursé les 70 milliards. L'Espagne n'aura rien à rembourser. La Belgique n'aura rien à rembourser. C'est au niveau européen. En gros, un petit 20% de la taxe sur la spéculation permettra de rembourser le plan de relance et l'essentiel partira sur le climat. Après ça, comme vous dites que je propose une relance keynésienne, non, je ne propose pas une relance tous azimuts. C'est ce qui s'est fait au Japon. Dans le bouquin qu'on a fait avec Michel Rocard, on montre comment le Japon a arrosé, et que ça ne marche pas. Et qu'il y a 4 ans, le patron de la Banque centrale a démissionné en disant on a un niveau de dette monstrueux et manifestement ça ne marche pas. Je ne propose pas une relance je propose que l'argent soit essentiellement, le plan de relance, il est dans le climat. 100% c'est dans le climat. C'est l'isolation des bâtiments, c'est les énergies renouvelables, c'est les transports en commun, c'est l'agriculture. Et ça crée de l'emploi. Et ça crée de l'emploi sur tous les territoires. Et donc, oui, on peut créer 900 000 emplois. Avant d'être député européen, j'étais activiste. On avait créé une association avec Jean Jouzel et on avait fait un événement où il y avait 1000 personnes, aussi bien Alain Juppé que Alternativa, le conseiller climat du pape et le Grand Orient, des gens très très différents qui étaient d'accord pour dire que oui, y compris taxer y compris Alain Juppé ou Laurence Parisot qui m'avait appelé dans la semaine de 4 jours, vous m'avez jamais convaincu, oui, ça, d'accord. Mais par contre, j'ai lu votre livre sur le climat et j'ai envie de vous aider.
Donc c'est pour ça que j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron, parce que quand même la question du climat peut rassembler beaucoup de monde, et y compris Alain Juppé ou Laurence Parisot disaient oui, on peut créer un impôt européen de 5% sur les bénéfices, oui, on peut mettre en place une taxe sur la spéculation, parce que ça va créer de l'emploi. Voilà, et même ça va renforcer l'économie. Au lieu de tomber dans la récession, plus on attend la croissance, plus on va retomber dans une récession. Et rien qu'avec le plan climat, si vous créez 900 000 emplois, c'est peut-être la meilleure façon d'éviter une récession et un crash économique. Donc ça n'est pas une relance keynésienne tous azimuts, c'est utiliser autrement l'argent de la Banque centrale. Et ce qu'on dit d'ailleurs, quand on rencontre Christine Lagarde et d'autres dirigeants, c'est que ça inquiète beaucoup de dirigeants allemands l'énormité des volumes de création monétaire de la Banque centrale et qu'on pourrait faire 3 fois moins de création monétaire, mais la mettre intégralement via la Banque du climat. Et on montre qu'il n'y a pas besoin de changer les statuts de la Banque centrale, je ne vais pas être trop technique, mais que les statuts de la Banque centrale disent que l'objectif principal c'est de lutter contre l'inflation, mais que si l'objectif de lutte contre l'inflation est atteint et qui n'est pas remis en cause, la politique monétaire doit être mise au service des objectifs de l'Union européenne définis dans l'article 3. Et dans l'article 3 des traités de l'Union européenne, il y a la protection de l'environnement. Donc, et que la Banque centrale ne peut pas apporter directement des fonds propres à la Banque du climat, la BEI qui deviendrait la Banque du climat, mais avec tous les banquiers ne sont pas des voyous, il y en a qui nous aident beaucoup. Et si je dis tout ça avec autant de certitude, c'est que depuis des années, je suis aidé par des hauts dirigeants de la Banque centrale ou de la BEI qui, comme citoyens et citoyennes, viennent m'aider. Donc la Banque centrale ne peut pas mettre directement des fonds propres dans la Banque du climat. C'est ça le sujet, c'est comment avoir une banque du climat qui est capable de faire beaucoup plus de prêts, mais elle peut faire des quasi-equity, apporter des quasi-fonds propres. Et les règles du jeu, c'est que si la Banque centrale européenne met 100 milliards de quasi-equity, c'est équivalent à 50 milliards de vrais fonds propres. Et avec 50 milliards de vrais fonds propres, la Banque du climat peut faire x6, donc 300 milliards de prêts. Voilà, je ne vais pas être trop technique, mais y compris quand je vais à Francfort, je ne dirai pas qui je vois, ou y compris quand je vois des... Voilà, personne ne me dit que je me trompe. C'est pour ça que je suis assez optimiste et que je me dis que si en France, on avait une équipe qui arrive au pouvoir au mois d'avril et qui porte ses idées et qui est capable d'expliquer et d'argumenter, non pas de dire j'ai réponse à tout. Emmanuel Macron, quand il avait fait son discours de la Sorbonne, avait fait un très beau discours sur l'Europe. Il envoyait des SMS à Macron pour le féliciter. Il avait un vrai projet pour l'Europe. Et le problème, c'est que 6 mois après, il a humilié quasiment tous les dirigeants allemands. Quand Macron va à Aix-la-Chapelle pour recevoir le prix Charlemagne, Angela Merkel vient, elle fait un très très gentil discours. Et au lieu de répondre de façon positive, Macron humilie tout le monde en expliquant que les Allemands doivent rompre avec leur fétichisme. Et c'est la seule phrase qui a été reprise par tous les médias allemands. Du genre, on est tous des gros malades qui doivent aller voir un psychiatre. Alors qu'il aurait pu s'y prendre autrement. Il aurait pu dire, chère Angela Merkel, tu as raison, ensemble nous devons inventer un nouveau modèle. Surtout que je l'avais dit à Macron, qu'Angela Merkel avait accueilli, avant qu'il soit président de la République, je l'avais vu plusieurs fois, avant même qu'il soit le conseiller de Hollande, et quand il était le conseiller de Hollande. Il y a un journaliste qui raconte un déjeuner où on est avec Michel Rocard et avec Emmanuel Macron, quand il était le bras droit de Hollande, et Macron nous fait comprendre qu'il est d'accord complètement avec tout ce qu'on dit, mais que tant qu'il y aura Hollande au sommet, on ne pourra rien faire. Voilà. Mais que si lui était le chef, évidemment, il reprendrait nos idées. Depuis 4 ans et demi, ça ne s'est pas vu. Mais donc, y compris, je lui avais montré comment Angela Merkel, le premier job d'Angela Merkel, c'était d'accueillir le premier sommet sur le climat à Berlin. Le frère d'Angela Merkel était parti chez les écolos, et les copains de Merkel disaient « Mais qu'est-ce que tu fous à la CDU? Pourquoi tu ne vas pas chez les écolos ?» Et Angela Merkel était très fière de dire « Mais regardez, j'accueille la COP numéro 1. » Le premier job de la jeune Angela Merkel, c'est qu'elle accueille le premier sommet sur le climat. Et elle a fait un très beau discours pour dire qu'il faut dépasser l'économie sociale de marché et faire naître une économie écologique de marché. Il y a 26 ans, Angela Merkel fait un discours pour dire qu'il faut inventer une économie écologique de marché. Donc quand Emmanuel Macron va à Aix-la-Chapelle en 2018, au lieu de dire tous les Allemands sont des fétichistes, il aurait pu dire « Chère Angela, tu avais 25 ans d'avance, tu as raison, tu avais déjà raison quand tu as expliqué qu'il fallait inventer une économie écologique de marché et tous ensemble, nous devons inventer ce nouveau modèle. » Et voilà, pour faire bouger l'Europe, il ne suffit pas de faire un beau discours à la Sorbonne et après ça de dire qu'on est le seul à avoir un cerveau et que tous les autres sont des ploucs. Donc si on arrive, nous, si on est capable de se rassembler grâce à la primaire, si on arrive au pouvoir en avril, on a des alliés dans plein de capitales et je pense qu'en écoutant les gens et en dialoguant, on peut changer l'Europe assez vite. Et donc, en tout cas, pour ce qui est de la Banque du climat, il n'y a pas besoin de changer les traités, pas besoin de changer les statuts, c'est juste une question de volonté politique de mettre ça. Donc, en gros, la stratégie sur l'Europe, et ça montre aussi qu'il n'y a pas deux gauches irréconciliables, qu'on travaille la main dans la main au Parlement européen avec Manon Aubry, qui était la tête de liste des Amis de Mélenchon, avec Yannick Jadot, avec des sociodémocrates. En fait, il y a ce qui explique, parce qu'ils veulent que la gauche se plante, ce qui explique qu'il y a deux gauches irréconciliables et que sur l'Europe, on est complètement divisé, c'est faux. On peut très bien dire, voilà ce qu'on peut gagner, engranger sans changer les traités dans la première année, une taxe sur la spéculation, une sortie des énergies fossiles beaucoup plus rapide. Et après ça, avec quelques pays, ça fait 30 ans que les dirigeants allemands nous disent que le système institutionnel est insupportable. Ça fait 30 ans que les dirigeants allemands veulent une Europe plus démocratique. Déjà, Helmut Kohl, donc ça fait plus que 30 ans, Helmut Kohl, quand il dit oui à l'union monétaire en 89, quand Helmut Kohl dit à Mitterrand OK pour l'union monétaire, mais il faut une union politique, Mitterrand ne répond pas.
En 93, c'est Schäuble et Lamers qui disent ce système est complètement l'unanimité, ça tue la démocratie, c'est beaucoup trop lourd, il faudrait mettre en place un système parlementaire. Et c'est Balladur qui ne répond pas en 93. En 2000, c'est Joschka Fischer et tous les dirigeants allemands qui disent avant l'élargissement, il faut mettre en place un système beaucoup plus démocratique, beaucoup plus efficace, beaucoup plus parlementaire. Et c'est Lionel Jospin qui ne veut pas. Mais donc ça fait 30 ans que les dirigeants allemands nous disent que cette Europe va crever, que la règle de l'unanimité, ça va faire crever l'Europe. Voilà. Donc je pense que si on arrive aux manettes, grâce à un rassemblement intelligent et à une vraie campagne, on peut changer l'Europe, engranger des victoires importantes dès la première année, et avec des traités tels qu'ils existent, et après ça, avec quelques pays, relancer une Europe plus sociale, plus démocratique. Je rappelle qu'on peut partir d'une page blanche. L'espace Schengen, le fait d'aller d'un pays à l'autre sans avoir des barbelés, sans avoir de frontières, au début on a commencé avec 5 pays. Tout le monde pense que l'Europe, c'est très compliqué parce qu'il faut l'unanimité. On nous a mis ça dans la tête, que tout se fait à l'unanimité. C'est faux. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans l'unanimité. Et puis on peut, avec quelques pays, repartir d'une page blanche. L'espace Schengen, on a commencé avec 5 pays. L'année suivante, on était 8 et maintenant on est 27. Donc la question est de savoir est-ce que le couple franco-allemand, c'est con à dire, mais est-ce qu'il y a une dynamique qui est enclenchée par les 4 ou 5 pays du cœur de l'Europe et pour le moment, c'est la France qui bloque tout ce qui est social et qui est pour le climat. Et pardon, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a un gros problème de formation. Pardon, vous m'avez parlé de la garantie de l'emploi. Pardon, je ne suis pas allé jusqu'au bout, et pourtant j'ai déjà été trop long. Donc, si on crée 2 500 000 emplois, plan climat, semaine de 4 jours, plus des emplois dans l'hôpital, plus d'emplois dans la recherche, plus d'emplois dans la justice et la police, ça fait déjà pas mal. Mais en fait, on peut aussi Donc, il y a 2 soucis. Même si on crée 2 800 000 emplois, c'est très bien. Ça veut dire que tous les jeunes qui galèrent vont trouver un boulot. Ça veut dire que tous ceux qui ont moins d'un an ceux et celles qui ont moins d'un an de chômage vont trouver un boulot. C'est très bien. Mais il y a le risque d'oublier ceux et celles qui sont au fond de la file d'attente. Ceux qui sont depuis 4 ans au RSA, les entreprises ne vont pas se tourner spontanément vers quelqu'un qui a 4 ans de chômage d'exclusion. Donc l'objectif, c'est d'arriver à avoir assez de création d'emplois et puis de s'inspirer de ce qui se fait sur des territoires zéro chômeur, ou y compris avec un vrai accompagnement, ça ne se fait pas en 3 semaines, mais on peut donner confiance de nouveau, on peut former quelqu'un qui est au fond de la file d'attente, qui attendait depuis 4 ans, et c'est des créations massives d'emplois, ça n'est pas automatique, mais le but c'est zéro chômage d'exclusion. Le but, c'est zéro chômeur de longue durée. Et puis, il y aura un problème de formation. Effectivement, il y a des secteurs, dans le secteur du bâtiment. Moi, j'ai un de mes frères qui était patron d'une entreprise du bâtiment, 80 salariés, c'est jamais le bon moment pour se former. Soit l'entreprise va pas bien et on fait tout pour éviter la catastrophe, soit on a décroché 3 contrats importants et on va faire la fin des chantiers chez le concurrent pour débaucher 2 carreleurs et 3 électriciens. Donc on est toujours dans le court terme. Par contre, ce que me dit mon frère, c'est que si on sait qu'on a pendant 20 ans du boulot pour isoler les maisons, si on sait qu'il y a des financements et qu'il y aura des aides pour toutes les isolations, on sait qu'on a du boulot pendant 20 ans. Donc au niveau de Saint-Étienne, là où il habite comme ailleurs, on sait qu'on va former des gens et qu'on va les embaucher en CDI, on va les former. Peut-être que pendant les 3 premiers mois, ils seront quasiment gratuits parce que l'État va payer le salaire, mais c'est le temps qu'on les forme. Et puis au bout de 3 mois, ils sont formés, ils peuvent devenir un électricien même s'ils n'ont pas... Voilà. Donc oui, il y aura un problème de formation, mais il faut créer une tension qui ne soit pas perturbante, mais dire que voilà, vous allez avoir du boulot pendant 20 ans, donc régler au niveau de chaque métier, de chaque région, les problèmes de formation, et on va vous aider financièrement au début. Et ça marche. Je voulais revenir à quelque chose un peu similaire à la première question sur une problématique plutôt politique et non du coup économique. Parce qu'en fait, ça m'étonne énormément. En fait, on dit si on raisonne, effectivement, tout le monde théoriquement devrait être d'accord avec nous au moins sur la base. Et pourtant, j'ai l'impression que, comme je disais dans la première question, c'est un thème qui fédère très peu. Parce que même si on dit la gauche est divisée, oui, mais si on agrège les intentions de vote pour les candidats de gauche, c'est pas non plus mirobolant actuellement. Et je trouve ça étonnant parce que ça pourrait être un sujet qui est indigne, comme je sais pas, comme les gens sont indignés pour le mur de Berlin. Et par contre, à l'extrême droite, ils arrivent hyper bien à indigner. Ça marche beaucoup mieux. Et c'est pas seulement en France. Je sais pas, par exemple, les Verts en Allemagne. Enfin, ok, le SPD a fait un score qui était pas mal, qui était vraiment remarquable par rapport à ce qui était prévu. Par contre, les Verts, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre dans un pays où les Verts sont forts depuis longtemps, c'était pas très impressionnant et ça montrait que l'élection allemande aussi n'avait pas particulièrement été centrée autour du débat du réchauffement climatique. Et du coup, ma question, c'est pour quelqu'un qui est à l'intérieur politiquement, quelle est l'erreur politique qui est en train d'être faite? Pourquoi on n'arrive pas à faire en sorte que les gens s'indignent et que du coup ce soit un thème politique important?
Et là, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Je pense qu'il y a un gros découragement. Je pense que la question, voilà, que quand on voit que les grands chefs passent à la radio et qu'ils répondent non, Jean-Luc Mélenchon l'autre jour chez Laurent Ruquier, c'est quand même intéressant parce qu'il y a 5 ans, Laurent Ruquier, il servait la soupe à Mélenchon. Il avait invité 3 fois en une année, il avait posé des questions très gentilles et puis il avait dit après coup qu'il avait voté pour Mélenchon. Tandis que là, il y a 2 mois, il a engueulé. En disant, Monsieur Mélenchon, avec vos divisions, ça veut dire que vous avez renoncé à changer la vie quotidienne. Il dit, je parle pas de moi je vis bien, mais vous avez renoncé à changer. Voilà. Donc mais on voit bien que Mélenchon continue à dire qu'il sera candidat. On voit que Jadot, jusqu'à maintenant, dit qu'il sera candidat, qu'Anne Hidalgo, jusqu'à maintenant, ce que j'espère, c'est que ça va bouger en janvier. C'est assez, honnêtement, pour Monsieur et Madame tout le monde. Moi, je garde le moral parce que je les rencontre, je vois qu'il y a des arguments qui portent, je me vois qu'il y a des proches de Jadot qui lui en parlent toutes les semaines, que Yannick Jadot avait dit qu'il n'irait jamais dans la primaire des écolos. Au mois de mai, Jadot avait dit qu'il n'irait jamais dans la primaire des écolos, que c'était un coupe-gorge, et finalement il y est allé, il a gagné. Donc il y a des proches de Jadot qui disent, est-ce que tu veux faire 7% ou est-ce que tu veux être à l'Élysée? Si tu veux être à l'Élysée, il faut que tu rassembles, et non pas en humiliant Hidalgo, en lui demandant de renoncer à sa candidature, mais en faisant une équipe. Comme Kamala Harris, c'est la numéro 2, on l'a pas humilié, on l'a dit, tu n'as pas gagné la primaire, mais tu participes à une équipe. Donc, moi, si je garde de l'optimisme, c'est que j'ai la chance, entre guillemets, même si parfois c'est fatigant et parfois j'ai envie de donner des baffes, de rencontrer des acteurs et je me rends compte qu'y compris chez les journalistes, il y en a qui n'y croyaient pas à la primaire, qui maintenant nous posent des questions et vont en parler. Donc moi, je pense qu'il y a encore une fenêtre et que c'est encore possible. Mais je comprends très bien les gens qui se découragent, les gens qui ont déjà une vie compliquée, qui ont souvent été trahis par les politiques et qui peuvent se décourager. Mais en même temps, c'est Edgar Morin qui cite souvent Hölderlin qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». C'est souvent quand ça sent très mauvais, quand on sent l'odeur du feu, que les gens se réveillent. Et là, ce qui s'est passé ce week-end, le niveau de violence qu'on a vu ce week-end, je suis nul en histoire, mais j'ai appris quand même que le 6 février 1934, quand les fascistes qui étaient des admirateurs de Mussolini, voulaient qu'on ait un système fasciste en France, la grande manif du 6 février 1934 fait que dans la semaine qui a suivi, alors que les chefs du Parti communiste et les chefs des socialistes, la SFIO, se détestaient, mais c'est la base qui a dit « Arrêtez vos conneries ». Arrêtez vos conneries, on n'a pas envie d'avoir des fascistes au pouvoir. Et en quelques semaines, le rassemblement s'est fait, qui a donné le Front populaire. Et le Front populaire, c'est un bon exemple parce que Léon Blum était un gros mollasson. Je dis ça parce que certains vous disent que Hidalgo, elle est ceci, Mélenchon, il est cela, Jadot, gna. Voilà, on n'a pas d'hommes ou de femmes providentielles. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils devront travailler en équipe. Et Léon Blum, il ne voulait pas des congés payés. Quand Léon Blum il arrive au pouvoir, il pense que les congés payés, c'est de la foutaise, que ça ne marche pas. Mais non seulement le peuple a mis Léon Blum au pouvoir, mais le peuple ne va pas se coucher et se rendormir. Le peuple reste dans la rue et joyeusement, il dit « Nous voulons des congés payés ». Et Léon Blum accepte et finalement, à la fin de sa vie, il sera très heureux. Et c'est mieux d'avoir un mollasson comme Léon Blum plutôt que d'avoir un mec de droite qui aura envoyé la troupe pour tuer les manifestants. Donc je préfère... Ok, Jadot, Hidalgo, Mélenchon, il n'y en a aucun qui est mon idole, mais si on attend de trouver l'idole, on est encore là dans un siècle et ça va mal finir. Par contre, une équipe, et si on les oblige à se rassembler, si on les aide à faire campagne et que derrière on ne va pas se recoucher, peut-être qu'on peut faire inventer un nouveau modèle. Mais je crois, après ça, pour être honnête, il y a des stratégies d'acteurs qui sont scandaleuses. Je crois qu'il y en a qui ont complètement fait une croix sur l'année prochaine. Et qui vous parle essentiellement du fait que le PS a été hégémonique pendant 30 ans et a beaucoup fait souffrir les écolos et que donc il est temps de foutre une raclée au PS et que l'année prochaine, le but, je ne donnerai pas de nom, mais il y en a un qui m'a dit que le but l'année prochaine est d'acter la fin de la social-démocratie. Voilà. Et puis dans 5 ans, le rassemblement sera plus facile. Bon. Il y en a un autre qui m'a aussi, au bout d'une heure et quart, qui m'a dit, je le dis avec douleur, parce que j'étais assez choqué, il y en a un, je ne donnerai pas de nom, qui m'a dit qui est un écolo, qui m'a dit que le vrai problème, c'est de ne pas avoir Jadot dans les pattes dans 5 ans, parce que face à Édouard Philippe, ce sera compliqué, il faut quelqu'un d'autre. Ah oui, donc tu es en train de m'expliquer que tu veux pas trop, il faut que Jadot monte assez pour tuer le PS, mais pas trop pour quand même qu'il soit plus là dans 5 ans. C'est des stratégies, je vais être poli, mais c'est des stratégies écœurantes. Voilà, je suis un peu triste. Voilà. Mais donc, encore une fois, si on les laisse faire, l'histoire montre que parfois on peut aller vers la barbarie parce que les dirigeants ne sont pas à la hauteur, parce qu'ils sont pris par les 8 ou 15 qui grenouillent autour d'eux, qui leur disent que voilà, que dans 5 ans ce sera à nous et que donc l'étape prochaine c'est de tuer le voisin. C'est pas tellement biodiversité. Quand il y a des gens d'Europe Écologie qui m'expliquent que le but c'est d'abord d'en finir avec le PS, c'est pas très coopératif et pas très biodiversité. Moi je ne crois pas à un parti hégémonique, le mot me fait peur. Moi, je préfère dire qu'on va se rassembler et qu'on va gagner. Mais dire qu'on veut créer un parti hégémonique pour remplacer le PS, moi, ça me fait peur. Et ça veut dire qu'on renonce au pouvoir pour très très longtemps. Et je ne sais pas dans quel état est le pays si on laisse Macron pendant 5 ans. Et en supposant que c'est lui qui est réélu. Parce que là, le ticket d'entrée pour arriver au deuxième tour, c'est jouable si on se rassemble. Il y a des sondages qui montrent que celui ou celle qui gagnerait la primaire serait à 17%. Il y a des sondages qui montrent que ce rassemblement pourrait nous mettre tout de suite à 17%. Et si on fait une bonne campagne, on peut arriver à 18 ou 19 et être au deuxième tour. Mais parce que l'extrême droite est cassée en deux.
Mais dans 5 ans, si l'extrême droite est encore plus puissante et qu'elle est rassemblée, on se dira, putain, on a été nuls. Il y a eu une réunion où j'étais avec Jadot, avec Hidalgo, avec tous les grands chefs. Et il y avait là un proche de Mélenchon qui, en plus, à la fin, il avait passé 2 heures à taper sur tout le monde. Mais à la fin, le proche de Mélenchon a dit, je sais qu'il y a un accord qui se prépare pour les législatives et nous voulons en faire partie. Et là, je me suis un peu énervé en disant, écoutez, alors les gars, c'est quand même... Donc, vous préparez un accord pour les législatives, mais vous aurez 5 candidats au présidentiel. Mais c'est une honte. J'ai dit, si on fait ça, nos enfants vont nous détester, nos enfants vont nous jeter des cailloux, ils auront raison. Il y a eu un petit silence et quelqu'un a dit, merci Pierre pour ton intervention bulldozer, je crois qu'on a compris ton intervention. Mais honnêtement, c'est une honte. Préparer un accord pour les législatives, pour se répartir les circonscriptions gagnables et se répartir les financements, mais en laissant le pouvoir à Macron ou à Le Pen. C'est juste, voilà. Donc je pense qu'il faut les secouer de façon non violente, mais de façon, la fraternité n'empêche pas la vigueur. Non, sans rire les amis, hein, sinon ce sera l'horreur en avril. Hein. Honnêtement, le deuxième tour peut être horrible. Et le deuxième tour d'avril, il se prépare maintenant. Voilà, moi j'ai fait de l'agro, avant de faire Sciences Po, j'ai fait une petite parenthèse philosophique et bucolique. Vous savez, pourquoi est-ce que les graines qui sont juste, à chaque fois qu'il pleut en novembre, en décembre, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se flinguer, c'est déprimant. Mais en fait, la pluie de novembre et de décembre permet les floraisons du printemps. Les fleurs qui ont été fécondées, qui font des graines à la fin du mois d'août, les graines, elles ne poussent pas toutes seules, elles ne commencent pas à germer en août et en septembre. Pourquoi? C'est parce qu'elles sont bloquées par une hormone qui s'appelle la dormine et qui empêche les graines de germer. Et les pluies de novembre et de décembre, qui nous cassent le moral, elles rincent les graines, elles enlèvent la dormine, et c'est comme ça que quand la température remonte en mars et en avril, les fleurs peuvent fleurir. Vous voyez comme c'est beau quand même mon truc, c'est impressionnant. Donc voilà, donc il y a de quoi déprimer, mais savoir si ça va fleurir en avril, ça se prépare maintenant. Je ne sais pas comment je conclue cette séquence très émouvante, mais le fait de savoir si on aura un deuxième tour monstrueux en avril ou si on a un pays qui peut fleurir, c'était une très belle expression de Václav Havel qui disait notre pays ne fleurit pas. Et bien voilà, savoir si ça va fleurir en avril, ça se prépare quand il pleut en novembre et décembre. Superbe intervention. C'est la première fois que je fais ça, je l'améliorerai pour la prochaine fois. Ok, je passe en temps. Oui, vas-y. Du coup, ma question, ce que je pensais que tu devais poser, mais j'aimerais bien. Enfin, en gros, j'aurais deux choses à demander sur ce sujet-là. Ouais. En fait, en fait, je trouve que ce qu'elle a soulevé est intéressant sur la manière dont est perçue la gauche aujourd'hui par nos concitoyens. Et donc, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ça ne mobilise pas autant que peut y arriver l'extrême droite. Alors, simplement. Et moi, j'aimerais aussi rajouter quelque chose, parce que vous avez beaucoup mentionné le fait que la gauche a été trahie plusieurs fois, la gauche a été déçue plusieurs fois. Et moi, de par les échanges que je peux avoir autour de moi, j'ai quand même l'impression que cette tendance-là, c'est ce qui revient le plus dans mes échanges quand par exemple, pourquoi les gens sont découragés à voter à gauche, ça revient assez souvent. J'aimerais avoir votre avis sur pourquoi la gauche est déçue, quels sont les mécanismes qui ont fait que peut-être elle est déçue. Et oui, peut-être encore un peu insister sur pourquoi la gauche perd du crédit et n'arrive pas à mobiliser sur des questions qui semblent, qui pourraient, qui paraissent évidentes comme étant des consensus. On entend beaucoup qu'il faut cranter des consensus au niveau socio-écologique en vue de ces campagnes-là. Pourquoi la gauche n'y arrive pas et est-ce que c'est lié, c'est forcément lié au fait qu'elle a été déçue et elle a été trahie et pourquoi c'est pas lié? Je ne suis pas dans la tête de François Hollande, je ne suis pas dans la tête de Manuel Valls, je ne suis pas dans la tête de ceux qui ont... Mais je pense que peut-être que leur boussole n'était pas le bien-être du plus grand nombre. Moi, vraiment, je pense toutes les semaines à cette copine qui vit avec le RSA à Mulhouse et qui a peur. Vraiment, il y a une fois, elle venait à Paris, je lui ai proposé de prendre un café et j'ai bien vu qu'elle se troublait parce qu'elle ne savait pas qui c'est qui allait payer le café. Parce que pour elle, 1 euro, 1,50 €, c'est une vraie dépense. Donc je pense vraiment à elle toutes les semaines. À chaque fois qu'il y a un paysan qui se suicide, j'ai fait la grosse, je pense qu'il y a des milliers de paysans qui n'arrivent pas à vivre. Et voilà. Parce que pendant 30 ans, l'Europe a protégé les revenus des paysans avec les quotas laitiers. Et c'est Bruno Le Maire et Michel Barnier qui ont foutu en l'air les quotas laitiers. On leur a dit que le prix du lait allait s'effondrer. Ils ont dit que c'est pas grave, on va exporter vers la Chine. Donc pour moi, la politique, c'est pas un jeu théorique, c'est pas de la blague. Pendant ma grève de la faim, j'expliquais souvent qu'un enfant de 5 ans fait la différence entre ce qui est pour de vrai et pour de rire. Déjà, à partir de 5 ans, on fait la différence. Voilà. Et pour moi, c'est pour de vrai. Il y a effectivement, gagner la bataille du climat, je me réveille la nuit là-dessus, mais je pense comme beaucoup de gens qui sont là. Et je crois, hélas, que parmi ceux qui nous dirigent, François Hollande, le pacte climat dont je vous parle, quand François Hollande était à l'Élysée, je lui en avais parlé. Je lui avais dit, regarde,
Philippe Maystadt, qui était le ministre des Finances de la Belgique, qui est là, c'est mort depuis, m'avait appelé depuis Berlin en disant qu'il avait même réussi à convaincre Tietmeyer, l'ancien patron de la Bundesbank. Et un jour, j'avais dit à François Hollande, ce soir, tu es à Bruxelles, tu vas bientôt recevoir la COP, le sommet sur le climat, ce serait légitime que tu portes ce projet à Bruxelles. Et Hollande m'avait répondu, non, Pierre, mon action est très souterraine, c'est à vous de faire le travail de pédagogie. Mon action est très souterraine, il est président de la République. C'est à vous de faire le travail de pédagogie. On était là avec Clémentine Autain, Éric Coquerel et Pierre Laurent. C'est quand même, voilà, un président de la République qui, 2 heures plus tard, il partait à Bruxelles. Voilà. Donc je pense qu'on n'a pas tous les mêmes. Voilà, moi, mon modèle, c'est des gens comme Mandela qui se sont battus au risque de leur vie. C'est des gens comme Roosevelt qui n'ont jamais menti. C'est des gens comme Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, quand il arrive, il est élu président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre à l'époque, et il dit, je démissionnerai dans 1 mois si je n'ai pas fait la paix en Indochine. Et tout le monde ricane avec des blagues antisémites, mais pour qui se prend ce petit juif, ça fait 8 ans qu'il y a la guerre, et il nous dit qu'il va faire la paix en 1 mois, mais il est voilà. Et Pierre Mendès France répète, je démissionnerai dans 1 mois si je n'ai pas fait la paix en Indochine, et il met toute son énergie, toute son intelligence, et 30 jours plus tard, il signe la paix en Indochine. Et moi, j'aimerais avoir des femmes et des hommes politiques qui disent, je démissionnerai si je suis ministre, je démissionne dans 2 ans si je n'ai pas obtenu une taxe sur la spéculation et un traité de l'Europe sociale. Voilà, que des hommes et des femmes. Et je pense qu'il faut donc, en même temps, faut faire avec Jadot, avec Hidalgo et avec Mélenchon. Je pense qu'ils ont évidemment, on va pas, on est à 4 mois de l'élection, on va pas, mais je pense qu'il faut qu'il y ait aussi des hommes et des femmes un peu nouveaux et nouvelles et qui montrent par leur combat qu'ils vont pas lâcher le morceau. On a des gens qui se battent depuis 20 ans sur le droit au logement. Si on les met ministres du logement, je pense qu'ils ont une expertise et qu'ils vont pas lâcher le morceau. Moi, j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours. Peut-être que ça veut dire que je suis vraiment motivé par les combats que je porte et que j'ai quelques alliés au niveau européen. Donc, il n'y a pas de baguette magique. On peut pas effacer les 40 années de trahison. Mais et si on attend d'avoir épuré toute la classe politique, tous ceux qui ont été des copains de Manuel Valls et de François Hollande, si on laisse la droite au pouvoir pendant tout ce temps-là, ça va faire mal. Donc je crois qu'il faut des idées nouvelles et par contre qu'il y ait des engagements très clairs, par exemple sur les institutions. Moi, je ferai quel que soit celui qui. D'abord, il faut qu'il y ait cette primaire. Il faut qu'on les oblige à rentrer dans un système, une primaire collective. Et puis, je voudrais qu'il y ait un engagement écrit à changer les institutions. Que celui ou celle qui sera à l'Élysée s'engage par écrit à faire une convention constituante et à faire un référendum 18 mois plus tard pour changer les institutions. On ne peut pas se contenter de blabla et de vagues promesses. Oui, j'ai une question sur. Alors, j'ai 2 questions en fait. Une question sur le fond politique et une question sur la façon d'agir. Alors, du coup, ma première question, c'est est-ce que vous avez pris en compte le fait des actifs bruns, les actifs fossiles dans les banques actuellement? J'ai là sous les yeux une étude de Arthur Rousseau qui montre que pour les 11 principales banques de la zone euro, on a 530 milliards d'euros actifs liés aux énergies fossiles, donc 95% du total de leur fonds. C'est-à-dire que si jamais on engage une transition écologique accélérée aujourd'hui, on risque d'avoir des gros problèmes, des crises financières qui sont liées au fait qu'on a des actifs pourris et en fait on va nous-mêmes tuer nos actifs dans nos banques européennes. Donc comment est-ce que vous avez réfléchi à un plan pour anticiper ce problème qui va se poser à un moment ou à un autre en cas de transition écologique, surtout que plus on arrive tard, plus la transition écologique devra se faire. Ma deuxième question, qui n'a pas grand-chose à voir, c'est l'ENS, historiquement, forme des scientifiques. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui vont devenir chercheurs plus tard. Et du coup, se pose la question de comment notre recherche, comment des chercheurs en économie, en sciences sociales ou autres vont pouvoir aider à créer un vrai projet politique et à porter un vrai projet politique. C'est-à-dire que si vous aviez une armada de chercheurs à votre disposition, qu'est-ce que vous leur demanderiez de chercher? C'est quoi les principales chantiers de recherche qui vous intéresseraient et qui permettraient de peaufiner, d'améliorer votre projet politique? Très belle question. Alors, sur les actifs bruns, en général, je suis d'accord avec ce que dit l'Institut Rousseau, Gaël Giraud, mais là, je pense qu'ils s'inquiètent un peu. Ils ont raison sur les volumes, mais je pense que vous avez vu la courbe de la dette aux États-Unis, hein, elle n'a jamais diminué. Donc, elle n'a jamais été annulée non plus, mais en gros, elle est au frigo. Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement que l'enjeu, c'est d'arrêter complètement les nouveaux investissements dans les énergies fossiles. Et c'est pour ça que je regrette qu'Emmanuel Macron ne le veuille pas. Après, il y a eu un rapport de l'Agence internationale de l'énergie au mois de mai, si ma mémoire est bonne, qui était comme un coup de tonnerre, parce que il y a 10 ans, l'Agence internationale de l'énergie, c'était un peu le porte-parole du lobby pétrolier. Et là, le rapport qu'ils ont sorti au printemps, la situation est tellement grave qu'en gros, ils expliquaient qu'il fallait arrêter immédiatement tous les nouveaux forages, tous les nouveaux investissements fossiles.
Et 3 semaines plus tard, il y a une rencontre de tous les ministres de l'énergie à Bruxelles. Il y a 11 ministres qui ont dit « Ok, on a compris la gravité du problème, on arrête au 1er janvier. » Voilà, il y a la ministre allemande, la ministre belge, le ministre luxembourgeois, c'est quand même voilà. Et Barbara Pompili n'était pas là. Voilà. Donc vraiment, j'ai rien contre nos ministres, mais franchement, la France est très souvent du mauvais côté. Là, il y a encore un accord pour considérer que le gaz, qu'on peut continuer à... Voilà. Donc, première étape, c'est stopper complètement les nouveaux investissements fossiles. Et après ça, s'il y a des actifs bruns qu'il faut mettre au frigo, on peut les racheter et qu'il reste une dette, voilà, que la Banque Centrale Européenne, quand elle crée 1300 milliards, elle avait créé 1300 milliards en une journée il y a 18 mois. S'il faut racheter, mais ça suppose d'abord d'arrêter complètement les nouveaux investissements fossiles. Et c'est aussi pour ça que vous avez peut-être vu, on a fait une action avec une autre députée, Marie Toussaint, une autre députée européenne, et les gens d'Extinction Rébellion devant la Banque de France, parce qu'on a eu les chiffres pour l'an dernier, pour 2020. Au niveau mondial, avec la crise, les nouveaux investissements dans les énergies fossiles ont baissé de moins 8%, parce que moins 8%, les banques de l'ensemble de la planète ont diminué de moins 8% les investissements dans les énergies fossiles, mais en France, c'est plus 24%, les banques françaises. Voilà. Et la Banque de France s'en fout, alors que la Banque de France aurait un rôle de régulation. La Banque de France fait des belles plaquettes pour montrer que elle, son bilan a été nettoyé à la Banque de France. Mais on s'en fiche, c'est pas ça l'enjeu. C'est parce que la Banque de France joue son rôle de régulateur du marché. Et ça a beaucoup énervé les dirigeants de la Banque de France. Il se trouve que j'ai croisé François Villeroy de Gallo 2 semaines plus tard. Et ça l'a beaucoup énervé que le rapporteur du budget vienne avec les gens d'Extinction Rébellion pour dire tu ne fais pas ton boulot. Tu es le patron de la Banque de France, tu as un rôle de régulation, tu es au courant, tu as vu des dizaines de climatologues, tu n'as pas un problème d'intelligence, tu connais les enjeux et tu ne fais pas ton boulot de régulation, ce qui est assez scandaleux. Donc pas trop de soucis pour les actifs, on peut faire une sortie sans catastrophe, on a déjà mis des milliers de milliards. Quand il y a eu la crise en 2008, la Banque centrale a mis 1000 milliards et tous les problèmes juridiques ont été réglés en 3 jours. Les gens de Bercy ont fait 3 nuits blanches, ils ont bossé comme des fous, mais tous les problèmes juridiques et tous les tuyaux ont été mis en place en 3 jours pour que l'argent de la Banque centrale aille aux banques qui en avaient besoin. Donc l'essentiel, c'est d'arrêter les nouveaux investissements fossiles, de faire des économies d'énergie, parce que tous, quand il fait froid et qu'on rentre chez nous à 19h, qu'on met le chauffage, qu'on commence à faire la cuisine et qu'on met la télévision, si tout le monde continue à consommer autant d'énergie, on aura du mal à sortir des énergies fossiles assez vite. Donc l'essentiel, c'est la sobriété et l'efficacité énergétique. Sur la recherche, d'abord, il y a l'autre jour avant d'être député, on a fait donc un grand événement avec 1000 personnes à Jussieu et il y avait pas mal de chercheurs, dont un chercheur qui disait qu'il voulait s'engager avec Jean Jouzel et Pierre Larouturou en disant qu'il avait choisi la science parce qu'il pensait que la science allait faire le bonheur de l'humanité et que maintenant il commençait à se réveiller la nuit de plus en plus souvent et donc il avait envie de continuer son boulot de chercheur mais que pendant quelques mois il voulait vraiment nous aider. Il disait avec 3 mots-clés, intelligence, bienveillance et fermeté. Intelligence, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris le problème. Et qu'il y a des gens qui pensent que oui, un réchauffement climatique, mais c'est peut-être pas si grave, voilà, ou qui n'auront pas compris les solutions. Bienveillance, parce que si on insulte tous ceux et celles qui ne sont pas d'accord immédiatement avec nous, si on explique que c'est tous des gros cons parce qu'ils n'ont pas le même sentiment d'urgence que nous, je suis pas sûr que le fait d'insulter les gens fait que leur cerveau va s'ouvrir au dialogue. Et puis fermeté, parce que c'est pas pour dans 15 ans qu'on veut c'est pas un sujet parmi d'autres, c'est pas dans 15 ans, il y a une urgence. Et donc il répétait intelligence, bienveillance et fermeté. Et il dit, j'ai envie de passer un peu moins de temps à relire des articles et un peu plus de temps à militer parce qu'il y a besoin de faire bouger les choses. Sinon, tout notre travail de chercheur n'aura pas servi à grand chose. Donc, première réponse aux chercheurs, aux futurs chercheurs et chercheuses qui sont ici. Deuxièmement, j'ai pas assez réfléchi, où faut-il travailler? Sans doute sur les questions d'agronomie. Si on veut éviter, il faut ralentir le dérèglement climatique, mais on ne va pas le stopper du jour au lendemain. Ils sauront permettre à chacun et chacune de vivre correctement. Il y a encore des progrès à faire en matière d'agronomie dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Les questions de non-violence, les questions de sociologie. Quand on voit encore une fois ce qui s'est passé ce week-end, est-ce qu'on est capable de mieux comprendre qu'est-ce qui marche dans un cerveau humain et comment, je pense, les questions d'éducation, en même temps éducation pour lutter contre l'échec scolaire. Tous, si on est ici, sans doute, c'est qu'on a été bien, notre intelligence a été bien allumée dès les premiers mois de notre vie. Il y a eu nos parents, il y a eu notre famille, il y a eu l'école. Enfin, je pense que si on est tous ici, c'est qu'on a une tête qui marche plutôt bien et qu'on peut remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés. Mais moi, quand j'étais à TD Carmonde, mon premier engagement associatif, c'était d'aller dans des quartiers difficiles, faire du colportage de livres. Et je voyais des familles où il n'y avait aucun livre, aucun journal et où il n'y avait aucune transmission ou très très peu. Donc voilà.
les questions d'éducation, les questions de non-violence, les questions de comment construire la paix dans un couple, dans une famille, dans un quartier, entre États, les questions d'énergie, comment est-ce qu'on fait un ordinateur, c'est tout, je peux aller là large, hein, mais comment est-ce qu'on fait une voiture qui consommera beaucoup moins, un ordinateur, bien sûr on n'est pas obligé de regarder 50 vidéos par jour, mais on est tous quand même assez contents d'aller sur Internet, et je pense que inventer des ordinateurs qui consommeront beaucoup moins est tout à fait utile. Sur le stockage des énergies, on a fait beaucoup de progrès, mais il y a peut-être encore des choses à faire. Et après ça, je suis preneur de vos conseils, parce que je milite depuis longtemps pour qu'il y ait beaucoup plus d'argent pour la recherche, mais je n'ai pas vraiment réfléchi à où on le met. Mais je vois, j'ai failli être chercheur, maman, j'avais travaillé pour l'Institut Pasteur, et j'ai failli faire un DEA, et puis finalement je suis parti sur les questions politiques, mais... Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé la métaphore que vous avez employée au début avec Roosevelt, quand il déclare la guerre, puisque avant ça, il y avait la volonté de la part d'un certain nombre de personnes de rentrer dans la Seconde Guerre mondiale, mais le consensus politique était impossible à avoir. Et tout d'un coup, il y a eu Pearl Harbor, et là, ça s'est fait. Pour la Première Guerre mondiale, c'était la même chose aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui voulaient le faire, mais il n'y avait pas de consensus politique. Il y a eu le Lusitania et le télégramme des Immorts d'Aquila. Tout d'un coup, il y a eu un consensus politique. Vous avez montré qu'il y a eu une augmentation des événements extrêmes. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il peut y avoir un événement tellement extrême que tout d'un coup, ce soit ça qui fasse basculer, qui crée un consensus politique? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Écoutez, il y a eu 700 morts au Canada dans la canicule. Il y a eu 440 morts en Australie, et malgré ça, en Australie, ça bouge pas beaucoup. C'est troublant même. C'est troublant de voir, où quelqu'un a dit tout à l'heure, en Allemagne, la question du climat n'a pas vraiment été... Il y a eu 200 morts dans les inondations l'été dernier, et malgré ça, c'est peut-être parce que la candidate écolo, il y en a qui lui ont trouvé des poux dans la tête, peut-être qu'elle n'avait pas le meilleur profil, mais je ne sais pas. Il y a quand même eu déjà des milliers de morts aux États-Unis ou en Europe. Il y a déjà eu des milliers de morts, donc tout le monde sait qu'ils viennent du dérèglement climatique, et ça ne suffit pas. Et donc on a... Pardon ? Le Covid, c'est une zoonose de base. Oui, il y a encore ça, des petits doutes sur d'où ça vient, mais oui, non, mais en plus, il y a c'est pour ça que je trouve que nos politiques n'ont aucune excuse, parce qu'il y a une évolution des mentalités, même chez des milieux qui étaient plutôt climato-sceptiques il y a 15 ans. Il y a 4 ans, on a été invité avec Jean Jouzet pour l'événement de rentrée de tous les jeunes agriculteurs de France. Je ne vous parle pas de la Confédération paysanne, je vous parle de la branche jeune de la FNSEA, qui nous a invités ça s'appelle Terre de Gym, il y a plusieurs milliers de jeunes agriculteurs, il y a le concours national de labour. Dans le programme, il y avait le concours national, la messe, parce que c'est un milieu qui restait bien catho, le matin il y avait la messe, le concours national de labour, et puis le grand débat de l'après-midi, que peut faire l'Europe pour gagner la bataille du climat? Et le jeune agriculteur qui lançait le débat disait, ce débat était inimaginable il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était tous climato-sceptiques. Claude Allègre était notre héros et les écolos nous cassaient les pieds. Et puis il disait, mais aujourd'hui, plus personne n'est climato-sceptique parce que la récolte de blé a perdu 30% à cause des inondations il y a 3 ans et parce que cette année, des copains dans l'est de la France vont tuer une partie de leurs vaches ou une partie de leurs troupeaux parce qu'il n'y a plus de foin. Quand vous avez 3 canicules de suite, un paysan, il doit donner du foin à partir du mois de juillet et donc à la fin de l'été, il n'a plus de foin, il va tuer une partie du troupeau. Donc il disait, il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les paysans. La question est de savoir comment on nous aide à changer nos pratiques. Parce que pour mettre moins de pesticides, moins d'intrants, pendant 3 ou 4 ans, il faut des aides financières avant que la terre avant que l'humus retrouve sa fécondité. Où lui, il était éleveur. Et je sais qu'avec le lisier de mon élevage, je fous en l'air la nappe phréatique et je fous en l'air l'atmosphère. Je sais que le biogaz, c'est efficace et que ça ne va pas exploser, mais l'investissement dans le biogaz, c'est 500 000 €. La plupart des paysans n'arrivent même pas à se payer le SMIC tous les mois, donc leur demander 500 000 €, c'est pas possible. Ils disaient, par contre, si vous avez un plan de financement européen et que au moins la moitié de l'investissement est payé par l'Europe et qu'on sait que pendant 30 ans on aura un revenu, eh bien on va se mettre à 2 ou 3 collègues, on va faire une station de biogaz et on va créer 1 ou 2 emplois et ça fait un revenu supplémentaire. Donc on voit, si je donne cet exemple, c'est qu'on voit qu'y compris chez les agriculteurs, il n'y a plus aucun climato-sceptique, mais la question est de savoir comment on nous aide. Comment on nous aide à sortir le nez du guidon, comment on fait un échange de bonnes pratiques et comment on nous aide financièrement. Et encore une fois, après ça, je pense qu'il y a des gens qui ont la trouille de voir cet énorme chantier, mais je pense qu'il ne faut pas avoir la trouille. Une fois, j'ai dit ça à Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, qui faisait le parallèle avec Kennedy, mais quand le très beau discours de Kennedy, « We choose to go to the moon », nous avons décidé d'aller sur la Lune. Il y a des millions d'Américains qui ont des frissons dans le dos en disant « Putain, je suis fier d'être dans ce pays, le président veut qu'on aille sur la Lune, ça a de l'allure, ça a de l'allure ». Mais derrière, ce n'est pas juste du blabla. Kennedy, il va multiplier par 15 le budget de la NASA. Ils multiplient par 15, ils vont créer 300 000 emplois rien que pour envoyer 3 personnes, les comptables s'arrachent les cheveux, mais Kennedy il veut vraiment gagner la bataille et il y arrive plus tôt que prévu. Ou dans un autre exemple, Jules Ferry,
en France, il y a la loi pour l'accès de tous à l'éducation. Je ne sais pas si vous savez cette histoire, mais à l'époque, quand même, Jules Ferry, il y avait des gros lobbies qui pensaient que c'était pas possible, que notre pays n'était pas encore assez riche pour faire l'éducation laïque, gratuite et obligatoire pour tous, et qu'ils disaient qu'on avait encore besoin des enfants dans les mines, que c'est une idée généreuse, mais on en reparlera dans 10 ans ou dans 20 ans, mais on n'a pas les moyens tout de suite. Et donc, il y a eu des pétitions, il y a eu 1,5 million de pétitions qui sont remontées vers Paris pour dire on veut effectivement une loi qui rend obligatoire l'école laïque, gratuite et obligatoire, laïque et obligatoire. 1,5 million de pétitions. À l'époque, il n'y avait pas Internet. On voit des carrioles qui remontent vers Paris parce que tout le monde est allé chez son voisin. Est-ce que tu as signé la pétition pour demander l'école? Et donc, Jules Ferry fait passer la loi. Et derrière, c'est un énorme bazar. Mais en 20 ans, on a réussi. Dans chaque village de France, on fait l'école des garçons, l'école des filles, la maison des maîtres. Oui, c'est un énorme bazar. Oui, on s'engueule parce qu'évidemment, on est un peu en retard, parce que l'architecte et le maire sont pas d'accord, que les ouvriers sont, voilà. Mais ce qu'on a retenu, c'est pas les engueulades et les retards. Ce qu'on a retenu, c'est qu'en 20 ans, on a été capable de faire l'éducation pour tous et que le niveau d'éducation dans ce pays a fait un bond colossal. Parce que Jules Ferry, il y a une loi et qu'après ça, on s'est donné les moyens dans chaque village de la mettre en œuvre et de former des milliers d'instituteurs. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on se donne les moyens en 20 ans? Oui, ça va être un énorme bazar. Oui, ça se passera pas exactement comme on le pense. Mais dans chaque secteur, il y a des gens qui ont les compétences et qui, si on leur donne les moyens et si on leur donne un cap, ils sont capables de réussir. Merci beaucoup pour votre clarté et votre efficacité. J'ai deux questions. Alors la première, désolé de revenir encore là-dessus, mais sur la question de l'union de la gauche, parce que je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Je serais évidemment plutôt partisan de cette union. J'ai participé à la primaire populaire, mais les arguments qu'on retrouve autour de ce qu'on appelle l'extrême gauche, c'est la volonté de ne pas se compromettre avec cette autre gauche qui, comme vous l'avez dit, a déjà trahi, cette gauche qui pourrait être taxée de gauche encore un petit peu trop libérale, un peu trop américanophile. La gauche de Hidalgo, par exemple, qui cherche à supprimer les bancs et les espaces dans les métros où les SDF pouvaient dormir. Cette gauche-là. Et donc, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, dans cette lui, refuserait le compromis avec cette gauche-là sur une différence de vision et peut-être une méfiance, une méfiance où il dirait que, par exemple, si on a encore un équivalent de Hollande au pouvoir, on ne va pas avancer sur grand-chose. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est sur ce que dont on nous rabâche on nous rebat le crâne en ce moment sur les questions identitaires. Malheureusement, on va essayer de le débat public. Et je me dis, est-ce que vous personnellement et les politiques, il y a une réponse à ces débats identitaires, ou est-ce qu'on choisit d'ignorer superbement ce qui pourrait être légitime aussi, d'ignorer superbement une partie de la population qui est quand même tentée par le Rassemblement national, qui est tentée par ce que Éric Zemmour a décidé d'appeler de manière extrêmement ignoble et nauséabonde de parti Reconquête. Et donc voilà, est-ce que vous pensez qu'il serait favorable de porter une réponse à, par exemple, je sais pas, les catholiques qui ont un petit peu oublié ce qui était le vrai message du Christ, c'est-à-dire plutôt ce que vous évoquiez avec le pape François, que les prétendues racines chrétiennes de l'Europe. Donc voilà, est-ce qu'on gagnerait à répondre à ces gens-là sur leur terrain, autour, je sais pas, d'un grand récit, autour de valeurs partagées, ou est-ce qu'on décide de refuser le débat parce qu'il est profondément, justement, nauséabond et glissant? Alors, beaucoup de questions. D'abord, est-ce qu'on va se compromettre avec des sociotraîtres? Si c'était Manuel Valls, Dominique Strauss-Kahn et François Hollande qui étaient proposés comme la Dream Team, je comprendrais. Mais ceux-là sont partis. J'espérais que les Espagnols allaient garder Valls. C'est pas encore gagné, mais je pense que c'est un des premiers objets d'un sommet européen qui garde Valls. Je le connais depuis 30 ans. Même quand il était chez les jeunes rocardiens, il n'a jamais été drôle, jamais ouvert au dialogue. Quand on était, même à 2h du matin, il avait
je ne sais pas comment on dit poliment, je crois qu'on est filmé, donc il a toujours été un peu coincé, toujours dans la revanche, toujours comme un coq sur son fumier. Même quand il était chez les jeunes rocardiens, il voyait des ennemis partout. Déjà, il y avait 30 gauches irréconciliables parce qu'il était irréconciliable lui-même avec personne. Je ne sais même pas si... Voilà. Donc si ces gens-là étaient encore dirigeants du PS, je comprendrais le problème. Mais Olivier Faure, c'est Olivier Faure qui est venu me chercher pour que je sois sur la liste avec Raphaël Glucksmann et d'autres. Et même quand je fais une grève de la faim, il y a encore des députés qui me demandent quand est-ce que je démissionne parce que ma grève de la faim a énervé quelques députés européens. Mais Olivier Faure continue à me féliciter, me dit que sa fille adore mes vidéos et mes façons d'agir. Donc c'est pas un libéral pur jus. Voilà. Après ça, on peut effectivement se dire qu'on ne va pas leur faire un chèque en blanc. Je répète, effectivement, quel que soit celui ou celle qui sera chef d'équipe, on ne va pas se rendormir une fois qu'il sera à l'Élysée. On voudrait qu'il prenne des engagements écrits avant qu'on fasse sa campagne sur les institutions, sur la 6ème République, sur ce qu'il veut faire au niveau européen, qu'il prenne l'engagement. Et puis je répète, Léon Blum était un mollasson qui ne voulait pas des congés payés, mais finalement, le peuple a mis Léon Blum au pouvoir et le peuple, joyeusement, a fait campagne pour les congés payés. Et quelques semaines plus tard, Léon Blum a fait une loi sur les congés payés et c'est ce dont il était le plus fier à la fin de sa vie. Tandis que si on avait mis un gars de droite à la place de Léon Blum, il aurait envoyé la troupe et en une semaine, le Front populaire, c'était fini, il n'y aurait jamais eu les congés payés. Donc il vaut mieux, même effectivement, Yannick Jadot, Anne Hidalgo sont parfois flous en matière sociale, et Jean-Luc, voilà. Mais la réponse est oui. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse une équipe où ils auront chacun leur place. Et Bernie Sanders, aux États-Unis, le débat avec Biden a obligé Biden à muscler son projet, et Bernie Sanders se retrouve patron de la commission des budgets. C'est quand même mieux que d'avoir Trump qui est au pouvoir. Le fait qu'il joue collectif, le fait qu'ils aient un débat, ça a obligé Biden à muscler son projet social et son projet fiscal. Et puis Kamala Harris est contente d'être la numéro 2, et Bernie Sanders, même si aux États-Unis le système est compliqué, il suffit d'un sénateur pour tout bloquer. C'est-à-dire qu'au moins pendant un an, on est encore la 5e République avant de faire naître la 6e. Et donc, si on gagne la responsabilité du pouvoir en avril, puis aux législatives, je pense qu'on pourra faire passer des réformes importantes qui vont renforcer la confiance. Donc oui, la gauche a trahi, mais si on commence à savoir qui est le seul qui a la vraie croix, qui n'a jamais péché, on pourrait demander à Jean-Luc Mélenchon pourquoi il est resté si longtemps avec Lionel Jospin. Quand même, je suis désolé, mon but est plutôt de rassembler, mais le gouvernement de Lionel Jospin, c'est celui qui a fait le plus de privatisation, le plus de baisse d'impôts et qui a aggravé le système présidentiel avec l'inversion du calendrier. Et je ne me souviens pas que Jean-Luc Mélenchon ait donné sa démission. Quand Mitterrand, quelques années plus tôt, avait changé la loi électorale pour faire entrer le Front National à l'Assemblée, Michel Rocard avait démissionné 2 heures plus tard. Rocard avait démissionné en disant « je n'accepte pas ce changement de la loi que fait Mitterrand pour instrumentaliser le FN ». C'est-à-dire que Jean-Luc, je crois qu'il n'a pas démissionné malgré les baisses d'impôts, malgré les privatisations et malgré le fait qu'on a renforcé le système présidentiel. Donc si on commence à avoir quelqu'un qui est totalement pur, j'ai lu le programme de Jean-Luc ce week-end, je vais lire Luc Mélenchon, quand ils expliquent que dans la Constituante, ils voudront avoir personne qui a déjà été ministre ou député, même personne qui a été... Attends, mais Jean-Luc, il n'a jamais été député, il n'a jamais été ministre. Il y a une volonté de laver plus blanc que blanc. Évidemment, il faut du renouveau. Évidemment. Voilà, mais par contre, dire qu'on ne voudra jamais personne qui a déjà été député ou qui a été élu, voilà, peut-être qu'aucun de nous, est-ce qu'on peut avoir un peu d'humilité ? Aucun de nous n'a toutes les réponses. Moi, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Quelqu'un qui nous vous fait croire qu'il a les solutions pour l'Afghanistan, pour la Syrie, pour lutter contre l'échec scolaire, pour la recherche, pour la fiscalité, pour les retraites, voilà. Voilà. Moi, je préfère qu'on ait une équipe et que chacun et chacune, qu'on mette des gens compétents qui ont des valeurs, mais qu'aucun de nous ne peut prétendre avoir toutes les réponses. Sur la question de l'identité, je pense qu'il ne faut pas fuir le débat. Chacun de nous a une identité qui est le fruit de plein de rencontres et de croisements. Moi, quand je suis dans les sud-ouest, je suis basco-béarnais, rien que de sentir l'odeur, quand je reviens dans les Pyrénées, je revis, je sens l'odeur et vraiment je suis chez moi. Voilà. Mais je suis aussi fier d'être français. Quand on marque un but ou quand on chante la Marseillaise, c'est con, mais j'ai des frissons quand je chante la Marseillaise parce que l'équipe de France a gagné ou parce qu'il y a un événement national. Et quand je suis à Bruxelles ou à Rome, je me sens européen et je suis très heureux de dialoguer avec des Européens. Mais voilà. Donc je suis en même temps un bon basco-béarnais, un peu têtu, je suis en même temps vraiment français, en même temps vraiment européen. Sur l'identité, les racines chrétiennes, je pense qu'il faudrait dire à M. Zemmour et Mme Le Pen, le nom de village le plus répandu en France, c'est Saint-Martin. Le nom de famille le plus répandu, c'est Martin. Parce que Saint-Martin, l'identité, c'est pas uniquement des racines, c'est aussi vers où on veut aller. Mais Saint-Martin, c'est un homme qui divise, qui coupe sa tenue en deux pour protéger un pauvre. Il ne peut pas faire plus parce qu'il y a une moitié qui n'est pas à lui. Il y a une moitié qui est la propriété de l'armée. Mais la partie qui est à lui, il la donne à un pauvre. Donc c'est quelqu'un qui partage et qui protège, qui ne parlait pas bien. C'était pas un Gaulois pur souche. Il était hongrois d'origine.
Donc voilà, l'identité chrétienne de la France, c'est un gars qui partage, qui protège et qui n'est pas, peut-être qu'il n'aurait pas bien parlé le français, que Zemmour se serait foutu de sa gueule en faisant le rôle d'un policier, c'est plutôt d'envoyer les pauvres plus loin. Donc voilà, c'est ça. Et après ça, une identité, il y a l'identité chrétienne, ce serait ridicule de nier. Dans tous les villages d'Europe, il y a une église, donc ce serait ridicule de dire que c'est une des sources de notre identité. Mais c'est effectivement plutôt protéger, partager, voilà. Et après ça, l'identité, c'est surtout où est-ce qu'on veut aller. On est en 2021, on ne va pas ressasser, ah c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Donc tout le monde a compris que Zemmour ment comme un cochon quand il explique que c'est les Pétain qui a sauvé des Juifs. Je crois quand même que voilà, ce monsieur passe son temps à exagérer, ce monsieur à mentir, à jouer sur les peurs et n'apporte aucune solution. Donc je pense qu'il ne peut avoir autant d'influence. C'est choquant que certains médias lui donnent autant la parole. Il a quand même été condamné plusieurs fois pour appel à la haine raciale. Donc je pense qu'on pourrait lui donner moins la parole. Et après ça, nous, les gens de gauche et les écolos, ceux qui portent, on devrait se rassembler pour être beaucoup plus audible et beaucoup plus clair. Dénoncer, et voilà. Et dire notre identité, c'est des racines multiples, et c'est pas, et savoir aussi quel est notre objectif, où est-ce qu'on veut vivre dans 10 ans, dans 20 ans, pour nous, pour nos enfants, et montrer que l'ennemi, c'est pas celui qui s'appelle Mohamed ou qui s'appelle je sais pas comment, mais l'ennemi, c'est un système économique qui ne respecte la dignité, qui ne respecte pas la dignité du plus grand nombre. Je pense qu'il faut trouver un adversaire, mais c'est pas une personne, c'est un système qu'il faut changer. Est-ce que la gauche a raté justement la question de la fierté nationale, etc., en laissant la droite monopoliser le débat là-dessus et en le transformant en une question d'identité plutôt qu'en le transformant en une fierté sociale, etc. Je pense que la gauche a raté beaucoup de choses. Je pense que la gauche a raté la politique de lutte contre les ghettos. Moi, quand ma femme est arrivée à l'école, ma femme est d'une famille qui est arrivée en France parce que immigration économique, ils n'arrivaient plus à vivre en Espagne ou au Maroc. Ils sont arrivés d'un quartier qui n'était pas un ghetto, mais qui était un quartier populaire. Les deux, mon beau-père et ma belle-mère, ont trouvé un job. C'était pas royal, mais les deux étaient payés au SMIC. Donc un quartier populaire, mais qui n'était pas un ghetto. Quand ma femme est arrivée à l'école, elle a appris le français à l'école parce que l'école avait les moyens il y avait la douche tous les samedis pour que tout le monde soit là. Et maintenant, ma femme est professeure agrégée. Donc, si on a une vraie politique du logement, une vraie politique d'éducation, une vraie politique du logement, on n'est pas du tout un pays raciste. On peut s'intégrer parfaitement et on est avoir une richesse et un plaisir à se rencontrer. Voilà, mais la question est de savoir, par contre, on sait très bien que si on crée la pauvreté, s'il y a 3 places pour 40 personnes, voilà, il y a effectivement des familles qui deviennent racistes parce que ça fait 20 ans qu'ils demandent un logement social et ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas de logement social et qu'ils ont l'impression qu'il y a des familles noires qui passent devant. Et c'est pas juste une impression, c'est parfois une réalité. Mais le problème, c'est pas les familles noires, c'est parce qu'on ne construit pas assez de logements. Voilà, et quand on est d'un pays qui est assez riche pour avoir une vraie politique, je ne vais pas répéter tout, mais je mets mes mains à couper qu'on peut avoir une politique du logement, une politique d'éducation aussi. Est-ce qu'on lutte contre l'échec scolaire et est-ce qu'on donne les moyens de réussir pour tous? Et ça suppose d'avoir des hommes et des femmes qui portent ces convictions. Et c'est ni Macron, ni Zemmour, ni Le Pen qui vont le faire. Donc c'est juste scandaleux. Je ne prétends pas qu'on a toutes les solutions, je ne prétends pas que ce sera tous les jours facile. Mélenchon et Jadot et Hidalgo, voilà, mais je pense qu'il faut qu'on fasse une équipe. Merci pour cette conférence. Merci aussi pour le soutien à la primaire populaire. Là, j'aurais juste une petite question technique. Il y avait un argument qui m'a un peu étonné, parce que c'est la première fois que je l'entendais, c'était sur l'évolution de la croissance allemande en 2014, une explosion passée à plus de 10%, et en même temps que l'accueil de Syriens. Est-ce qu'on a trouvé un lien de causalité ou est-ce que c'est une corrélation? Est-ce qu'on va arriver à prouver la relation entre les deux? Non, c'est tout à fait prouvé. Je ne vais pas vous offrir mes bouquins à chacun, mais dans mon dernier bouquin, je cite les dépêches de Destatis. Destatis, c'est l'INSEE allemande, qui dit « Depuis 3 ans, la croissance n'est pas tirée par les exportations, mais par le fait qu'on a accueilli des réfugiés syriens. » C'est marqué dans le bilan de l'année de Destatis, de l'INSEE allemande. Et sur la primaire populaire, avant de partir, vraiment, tous ceux et celles qui ont déjà signé, vous en parlez à 3 copains. Il y a plein de gens qui dépriment. Non, vraiment, chacun de nous, il y a plein de gens qui dépriment. Et appeler des copains et des copines, y compris des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et leur parler de politique, c'est une façon de montrer qu'on s'intéresse à eux et à elles, et ça peut leur donner du moral. Voilà. Et samedi, il y a une grosse manif. Il faut qu'on soit très nombreux, place de la République, à Paris, à 14h30. Et puis, si vous voulez vous engager avec nous, on cherche des gens, on va faire campagne pour la primaire populaire et pour faire connaître nos idées à nous. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez vous engager aussi. Il y a un petit tract qui vous permet de nous contacter à la sortie. Merci.